Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec deux créateurs de jeux, la créatrice de Chrysopée et son conjoint qui a participé à l'aventure évidemment éditoriale et aussi financière de ce jeu. On a appris quelques secrets en préparation de ce podcast. Nous sommes avec Darky, artisan des ateliers imaginaires. Comment vas-tu, la pêche? La surpatate. Et donc, ça fait longtemps que je suis pas venu et j'ai la patate. Bon bah c'est cool, super. Et donc vous l'avez vu cette année, si vous êtes auditeur fidèle de la cellule et ma foi visiteur régulier des ateliers imaginaires, les ateliers ont vraiment augmenté au début de la saison. Ça a c'est-à-dire comme des champignons. Les auteurs sont arrivés, les jeux ont poussé et ça c'est super encourageant. Et aujourd'hui on va faire ce podcast one shot un peu étrange parce qu'on ne va pas jouer à Chrysopée. Avec donc Morgane que tu n'as pas présenté. Coucou. J'ai pas présenté Morgane ? Oh merde, excuse-moi Morgane. Donc du coup, voilà, nous sommes également bien sûr avec l'auteur de Chrysopée, Morgane, qui va nous présenter son jeu. Alors donc, comme avec son conjoint qui a un nom, Maxime. Est-ce que tu m'as pas présenté non plus ? Ah, d'accord, ok. Avec le conjoint qui est un peu relou. Et donc aujourd'hui on va parler de Chrysopée. Alors rapidement on présente sous la forme d'un one shot, mais évidemment on va pas jouer au jeu parce qu'il s'agit d'un jeu de rôle parce que vous avez tous perdu épistolaire. Donc chacun d'entre nous ici nous avons une expérience de ce jeu. Moi en tant que j'ai fait un peu de relecture sur le jeu, je l'ai lu. Darky lui il a carrément joué au jeu. Oui. Évidemment, Morgane y a joué également. Maxime, est-ce que tu as joué à Chrysopée ? Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer ? Non, je l'ai relu. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, on a tous et on va voir justement tout ça converger. On va voir le retour d'expérience de Darky et comme ça, on va pouvoir parler du jeu sans pour autant le playtester comme c'est l'habitude à la cellule. Un jeu épistolaire, c'est un peu compliqué à tester dans le cadre de la cellule, mais j'avais vraiment envie de le faire parce que Morgane, comme vous le savez, est une intervenante très régulière sur le podcast de la cellule. C'est quelqu'un qui, à bien des égards, m'a rendu beaucoup de services et a rendu énormément de services à la cellule. Donc vraiment, même si son jeu ne s'y prêtait pas, j'avais vraiment envie qu'on en parle dans ces micros. Morgane, la parole est à toi. Qu'est-ce que c'est que ton jeu ? Qu'est-ce que tu proposes de faire ? Pourquoi un jeu épistolaire ? Enfin, je veux tout savoir. D'accord, alors je vais essayer de faire ça bien comme il faut. Donc mon jeu qu'on va abréger Chrysopée pour aller plus vite, son titre entier en fait c'est Sur la route de Chrysopée. Ouais. Voilà, mais comme on aime bien les titres longs, on finit par les abréger parce que sinon c'est trop compliqué. C'est ça. Donc j'ai écrit un jeu épistolaire, c'est-à-dire que le jeu se présente sous la forme d'une correspondance. Ce qu'il s'agit de jouer, c'est la relation par correspondance entre deux personnages, un maître alchimiste et son disciple alchimiste également. D'accord. Par alchimiste, je n'entends pas forcément le sens restreint, l'alchimie, la pierre philosophale. En fait, ces personnages ont une quête extraordinaire à accomplir, qu'ils vont pouvoir décider au début de la partie, et ils vont devoir la mener à bien. Et pour ceux qui en sont dignes et qui deviennent donc des alchimistes accomplis, qui arrivent à se transformer et à transformer le monde qu'ils vont traverser, alors s'ouvrent les portes d'or de la mythique cité de Chrysopée, qui a donné son nom au jeu, qui est la ville de la connaissance, du savoir, du bonheur, une sorte d'Eldorado. Voilà. Alors voilà, première question que j'ai envie de te poser immédiatement. Un jeu de rôle épistolaire, on a envie de dire, ça se passe dans quel univers ? C'est quoi l'univers d'un jeu de rôle épistolaire ? Alors, on voit que c'est un maître et un disciple qui s'échangent des lettres, des courriers, mais est-ce qu'on joue dans un autre univers ou alors est-ce que c'est un jeu qui vise à réenchanter le monde et qui s'inspire justement des faits qu'on vit dans la vie quotidienne ? C'est ça, j'aimerais bien que tu nous éclaires là-dessus. Alors, l'univers du jeu, c'est moi qui l'ai conçu. Il s'appelle Le Monde Tout Autour. Donc, il a une géographie qui lui est propre, il a une façon de nommer les choses qui lui sont propres. Il est schématiquement séparé en deux zones géographiques, ce qu'on appelle les régions aérées. Des endroits où le vent est extrêmement favorisé parce qu'il est le moteur de toute une série de techniques, de savoirs, qu'il s'agisse de villes volantes, de bateaux spies, de trains à voile, ce genre de choses. Le progrès, il est porteur du progrès, c'est comme ça que tu l'appelles. Exactement, il est porteur du progrès et toutes les régions aérées sont des creusets de grandes universités, d'académies prestigieuses, de grandes métropoles avec beaucoup de population. Des régions très dynamiques finalement dans tous les sens du terme. Et l'autre partie du monde tout autour s'appelle les zones immobiles,
qui sont des espaces où la présence du vent n'est pas favorisée. Ce sont des espaces sauvages, parfois secrets, où l'on trouve des petites cités, des tribus nomades. Isolées. Voilà, exactement. Le vent ayant cette particularité d'éroder ce qu'il touche. Et donc, évidemment, là où le vent est favorisé, tous les témoignages du passé, d'anciennes civilisations ont pu disparaître. Donc, finalement, les zones immobiles qui sont épargnées par ce progrès, de façon un peu paradoxale, conservent des traditions chamaniques, des légendes, des vestiges à explorer. Voilà. Cet univers a une topographie précise, mais je l'ai laissé volontairement flou. Un peu flou, ouais. Parce qu'il reste à explorer. Donc, il y a des informations que moi je donne, mais qui ne sont que des tremplins pour commencer. D'accord, ok. Alors ça, c'est une première question que j'avais envie de te poser. C'est à la lecture du livre, je ne savais pas exactement si le monde tout autour, c'était un monde qui se calquait sur la réalité, qui se superposait à la réalité, ou sinon, c'était vraiment un monde imaginaire auquel nous, en tant qu'écrivains, des courriers épistolaires, on appartenait. Dans Chrysopée, tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe, il me semble qu'on joue, en fait, on fait des personnages, on s'imagine d'abord en tant que maître et disciple, des personnages, un personnage de maître pour l'un, un personnage de disciple pour l'autre, qui vivent dans cet univers du monde tout autour. On est bien d'accord. Exactement. Voilà. Et moi, j'avais pas compris ça. C'est-à-dire, au départ, quand je suis rentré dans ton livre, je croyais qu'on se jouait en fait nous-mêmes, devenant, parce que je sais pas, on avait dû en parler avant, que sais-je, et qu'on se jouait nous-mêmes en fait. Et qu'on imaginait en fait à la façon d'un jeu qui s'appelle Exploris, qu'on augmentait la réalité et qu'on lui attribuait des propriétés du monde tout autour. Est-ce que tu comprends un peu le... Oui, je comprends. Non, il s'agit bien de personnages dans un univers bien séparé. Néanmoins, le jeu a une particularité. C'est-à-dire que pour avancer sur cette quête alchimique, les personnages ont des étapes clés à franchir. Voilà. Et pour pouvoir bien agrémenter leur correspondance, leur courrier, le jeu leur donne la possibilité de s'inspirer directement de ce que les joueurs voient, vivent, apprennent dans la réalité, donc la nôtre. D'accord, ouais. Et de l'intégrer dans la correspondance, donc dans ce monde tout autour, en leur réinventant une signification, un background, une importance, que sais-je. Là, par exemple, je pourrais tout à fait prendre ta bibliothèque en photo, par exemple, avec mon smartphone, et télécharger la photo dans mon courrier. Admettons que je communique par email, tac, je mets cette photo en pièce jointe, et au lieu de dire que ce week-end, je suis allée à la Grande Baronnie enregistrer des podcasts, mon personnage peut très bien dire que dans la grande cité d'Eskir du Ponant, il est rentré dans un cercle très fermé, de libraires un peu particuliers, et qu'il espère trouver là des ouvrages rares dont il aurait besoin. Donc la réalité peut servir de couleur pour créer de la fiction, ou bien de support en fait qui va donner du corps, donner de la réalité, réaliser la fiction. C'est ça, exactement. Ouais, il est là c'est pour. Intéressant. Et le but avoué de tout ça, c'est évidemment que l'alchimiste, ce n'est pas que le personnage. L'alchimiste, c'est aussi le joueur. Derrière, On a déjà fait un podcast sur l'alchimie où j'ai dit ce que j'en pensais. Ouais. L'alchimie, c'est-à-dire transformer le plomb en or. En fait, quand vous faites votre trajet quotidien jusqu'au boulot, en voiture, en métro, je sais pas, et que tout d'un coup, ce trajet plan-plan que vous faites tous les matins devient l'occasion de repérer des personnes ou des petits détails qui vont devenir autre chose que votre quotidien, alors c'est vous qui transformez le plomb de votre vie en or. Voilà, donc finalement, l'alchimie, elle se trouve effectivement aussi dans les joueurs. D'accord. Alors, cet univers d'Arky, toi, tu as arpenté le monde tout autour. J'ai initié une partie avec un copain, effectivement. Ouais. Alors. Donc, en fait, tu es en condition parfaite pour le one-shot. Parce qu'il me semble qu'avec ce pote, vous avez échangé quelques lettres, finalement. Ouais, voilà, c'est exactement. ça. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il est difficile à appréhender ? Est-ce que ça se fait très bien ? Alors, à appréhender, sur tous ces éléments. On va dire, pour la partie initiation, chacun jette la première lettre. Ça se fait bien parce que le livre est réussi sur un point, c'est que l'univers est très vaste, mais très inspirant. Et on accroche forcément sur un truc. Je me souviens, avec cet ami, on s'est partagé le livre. Chacun l'a lu dans son coin. On est revenu, on avait tous les deux accroché sur des passages complètement différents. On savait comment commencer, on était surmotivés. Ce truc-là, je pense que c'est universel. Le livre est bien pensé. Il y a des côtés règles, il y a des côtés un peu comme des cartes Magic, phrases de mise d'ambiance, etc. en début de chaque page. D'accord.
honnêtement, on rentre dedans très facilement. J'ai peut-être un petit peu... Enfin, j'ai une expérience, j'ai dû faire une pause dans ce jeu. Je trouve peut-être qu'il y a des aspects qui demandent beaucoup d'implication. Ouais. Ça, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard. Ouais, peut-être. Pour répondre à ta question, comment on s'y met, comment on plonge dans l'univers, on ouvre la première page. Et on est dedans forcément. D'accord, ok. Porté aussi par la qualité éditoriale du travail. Hein, vous avez peut-être déjà eu des retours via d'autres émissions. Il y a beaucoup d'émissions qui ont eu lieu d'ores et déjà sur Chrysopée qui parlent notamment, qui notent la qualité de la mise en page du jeu et tout ça. C'est vrai que le jeu est tout en couleur. Ce qui, pour l'indépendance, est une première en France, en tout cas, enfin en francophonie, en tout cas parmi les ateliers imaginaires, dans l'indépendance que la cellule ici représente et veut promouvoir. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je trouve assez remarquable. Je suis en train de me demander si les Chroniques d'Erdor mais je crois pas que les Chroniques d'Erdor soient il y a peut-être de la couleur à l'intérieur, mais tout le livre n'est pas en couleur, ce qui est le cas de Chrysopée. Donc déjà ça aide quand même, parce que pour rentrer dans un univers, le fait qu'il soit coloré, forcément ça attire l'œil, ça attire le regard, ça donne envie de regarder les cartes, parce qu'il y a beaucoup de cartographie des cartes qui sont un peu diffuses, parce que comme l'a dit Morgane, elle voulait pas donner une géographie très très précise. Ça fait très guide de carte au trésor un petit peu pour se donner une représentation très schématique de la chose. Et donc forcément, oui, ça joue énormément. Et ensuite, c'est vrai que le jeu, on nous présente d'abord l'univers. Et même les termes techniques sont présentés sous la forme du voyage. Voilà, on parle pas d'étapes, on parle d'escale. Enfin, j'ai plus d'exemples en tête comme ça, mais il y a beaucoup de notions qui sont symbolisées, qui sont un peu. Ça me fait penser à mon propre travail. Ça me fait penser un peu au Val, tu sais, dans lequel c'est pareil, t'as une dimension. Alors, je me suis rendu compte que j'avais pas cité le Val comme inspiration directe. Oui, mais... c'est sens néant pour le côté voyage. D'accord. Mais enfin, non, il y a clairement, enfin. Ça n'a rien à voir. Enfin, entre le Val et Chrysopée, oui, mais dans la poésie des termes, ça me paraissait important. Ouais, c'est ça. Et ça, voilà, dans le champ lexical, dans la poésie du langage, et ça, c'est quelque chose pour lequel, j'avais beaucoup aimé le Val. D'accord. Et ça joue beaucoup. En fait, pour cette cohérence qu'il y a entre le vocabulaire de jeu et l'univers. Et ça, on n'en parle pas là, parce que Darky se contente de donner son intuition, qui est qu'on rentre tout de suite dedans, mais ça joue à 200% sur le fait qu'on rentre dedans. C'est-à-dire, carrément. C'est la couleur. Tout est une invitation à faire de la poésie, en fait, simplement. Les illustrations sont très inspirantes, le texte aussi. Attention à ton micro, Dark. C'est quoi d'ailleurs le symbole de ton micro? Petit bonhomme. Ok, d'accord. Je vais augmenter un peu parce qu'on t'entend pas beaucoup. Oui, vas-y. Je t'en prie. Oui, donc c'est inspirant, tu disais? C'est très inspirant et les illustrations, effectivement, sont une main tendue à plonger dans l'univers très onirique. Et en fait, chaque illustration, je viens de me rendre compte là en le refeuilletant. Oui, parce que toi, tu avais eu la version. En fait, je me rends compte que tu as eu la version sans illustration, ou alors peut-être il y en avait une ou deux, je me souviens même plus. En fait, j'ai fait tellement de PDF différents entre chaque playtest que je suis complètement perdue. Il y avait les images principales, mais pas les petites que tu as dans les angles, que tu as entre les textes. Oui, c'est ça. Et puis il y en a quand même beaucoup qui ont été rajoutés à la toute fin avant l'impression. On en reparlera peut-être de ça. Et puis je me demande même si la version des règles que toi tu as eue a été la version définitive ou pas, parce que t'as commencé à y jouer il y a un petit moment déjà. Ouais, il y a un an, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc à mon avis, tu n'as même pas eu la phase finale. Alors je rebondirai peut-être, je vais te laisser raconter. Est-ce que tu avais des règles de progression qui te permettaient de noter les lettres les uns des autres? Alors, avec des étapes alchimiques? Oui, tu avais des étapes alchimiques avec des objectifs, quoi. Et c'est moi qui ai écrit le jeu. Non, c'est très intéressant. Pour le coup, pour rebondir sur l'illustration, effectivement, moi je n'avais pas les illustrations. Et pour faire un compliment à l'illustratrice, c'est exactement comment ce que j'avais en tête. s'appelle cette illustratrice d'ailleurs? Alors, je vais faire un gros coup de track. Alors, elle s'appelle Marion Bulot. Son pseudo, c'est aussi Maillon. Maillon. Voilà, vous pouvez retrouver son travail. Elle a un Tumblr, elle a un site internet. En fait, Marion est une amie que j'ai rencontrée en dehors de l'expérience de Chrysopée, du jeu de rôle. Elle a fait les Gobelins, donc l'école de l'image des Gobelins. Elle est avant tout animatrice, c'est-à-dire elle fait des films d'animation. D'accord, ouais.
Voilà, elle a travaillé sur des très beaux projets. Certains sont assez connus. Je ne vais pas me permettre d'en parler là parce que je ne sais pas si elle veut que ce soit le cas. D'accord. Et en fait, On fera des recherches. Oui, vous seriez... Les internautes sont déjà sur leur clavier. Si, je peux le dire. Attendez. Elle a fait son film de fin d'année des Gobelins qui s'appelle Nebula. Alors, c'est un film en commun puisqu'ils travaillent en groupe. Et le petit film doit durer 3 ou 4 minutes et il est magnifique. Voilà. Donc là, j'en profite, je case ça. Et en fait, je suis allée voir Marion et je lui ai dit... J'aimais son style, mais au-delà de ça, j'aimais sa personnalité, j'aimais la relation qu'on avait, et donc je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire les illustrations pour le jeu de rôle avec tout ce que ça implique de rémunération délicate. On parlera peut-être des aspects techniques plus tard. Ouais, et elle a, heureusement pour moi, elle a accepté, et donc je lui dois le logo de Rose des Vents, puisqu'en fait, Chrysopée est publié sous le label indépendant que j'ai créé qui s'appelle Rose des Vents Éditions. Et je lui dois toutes les illustrations du jeu. Et je dois admettre qu'elles sont... Enfin, moi, à chaque fois que je recevais ses mails avec les illustrations dedans, je savais plus où mettre. J'avais envie de pleurer tellement j'étais contente. Enfin, elle a saisi le... Nous, on a vu le jeu par les illustrations émerger sur Facebook. C'était génial, quoi. Le petit renard. On a vu plein de petites illustrations. Oui, puis en plus, comme vous suiviez mon profil perso, je publiais un peu plus d'illustrations dessus. Et à chaque fois que j'en recevais une, j'avais trop envie de la mettre en image de profil pour dire regardez ce que Marion elle a fait. Puis je me suis retenue parce que sinon, ils auront vu toutes les illustrations avec le jeu avant que le jeu sorte. Alors, on peut peut-être parler un petit peu du travail de Marion très rapidement. En fait, dans Chrysopée, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a travaillé sur un style graphique qui est très proche finalement de l'aquarelle. Alors c'est moi qui lui ai demandé. C'est génial. Je lui ai demandé de travailler à l'aquarelle parce que je voulais que le livre de règles soit à l'image du livre un carnet de voyage. Ah, c'est génial. Donc quand j'ai créé ce jeu, c'était pas juste un livre de règles. Ce que je voulais, c'est que y avait un double enjeu. Déjà, il fallait que ce soit un livre de jeu qui soit compréhensible. Ensuite, je voulais que même si on ne joue pas au jeu, on prenne plaisir à le lire. Voilà, que ça soit pas un roman ni des nouvelles, mais j'ai essayé de lui donner une certaine profondeur littéraire pour que ça passe. Et j'ai dit à Marion, je veux que ça soit de la couleur et je voudrais que ça soit aussi évanescent et aquarelle que possible, à la manière de plein de carnets de voyage qu'on connaît. C'est tellement en adéquation avec ce que tu vas proposer à tes joueurs de faire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est qu'une lettre ? C'est de l'encre sur du papier, c'est de l'encre qui infiltre le papier. En même temps, cette vision un peu diffuse de l'univers, c'est ça. Parce qu'un mot ne sera jamais aussi clair qu'une photographie. Quand je te décris le bureau qui est à côté de la bibliothèque de l'Esquire ou de je ne sais quelle ville, je ne te dis pas exactement à quoi elle ressemble. Je te laisse juste suggérer, imaginer des couleurs, des impressions, des instants. Et donc, c'est toute la puissance de la poésie. Voilà. Dire peu et évoquer beaucoup. Maxime. Je pense qu'on est nombreux aussi à avoir cette image en tête que quand tu penses voyage et quand tu penses relation à distance, voyage épistolaire, tu t'imagines tout de suite une espèce de vieille feuille de papier parchemin avec de l'encre, une goutte d'encre qui tombe dessus et qui se diffuse dans le papier et après tu plonges, tu vois, comme dans un film, tu plonges ensuite dans la goutte d'encre et elle se balade. Et du coup, tout le style du bouquin rappelle ça et du coup, c'est ce qu'on dit, c'est le bouquin est pensé pour être une invitation au voyage dans toute l'imagerie, même dans tout l'inconscient collectif populaire, que l'imagerie populaire. Alors en fait, quand j'étais toute petite, j'ai joué à une série de jeux vidéo pour enfants qui s'appelait... Ça me fait penser à Myst. Alors oui, bien sûr. C'est pas ça. Alors Myst, c'est pas pour les enfants, Myst. Alors tu me diras, j'y ai joué ma première partie de Myst, j'avais 7 ans. Hein. Ouais. C'est un jeu auquel on a joué avec mon père, j'étais toute petite. Donc oui, évidemment, c'est Myst, le jeu, toute la série des Myst, plus Riven. D'ailleurs, Myst 2, que le reste de la... Mais surtout, quand j'étais petite, j'avais un CD-ROM qui s'appelait le journal de l'oncle Ernest, ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça se présentait sous la forme d'un carnet que tu retrouvais dans la bibliothèque de l'oncle Ernest en question. Et tu avais des petites énigmes à chaque page. Et les carnets étaient animés. Tu déplaçais des animaux de page en page pour résoudre des énigmes. Ça, c'est génial. Attention à ton micro, toi. Et c'était vraiment un... C'est génial. Voilà, c'est très mignon pour les enfants. C'est vraiment charmant. Alors je sais pas s'il est encore
Merde. Oh, bah on va le trouver. Bref, Dessus, t'inquiète, diffusé. Trouvable, diffusable. Il sera au moins sur Abandonware ou ce genre de site. Oui, c'est ça. Mais c'est Bah vraiment. Et donc, du coup, j'avais cette idée d'un carnet qui soit sensuel. C'est ça que j'avais beaucoup aimé quand j'étais petite. C'était qu'on entendait le bruit de l'eau, qu'il y avait des choses qui se passaient dans les pages. D'accord. Et j'avais envie d'essayer de retrouver un peu ça. Ouais, c'est en tout cas c'est réussi. Le seul point faible par rapport à ça peut-être moi je trouve justement le papier qui est de très bonne qualité hein, en tout cas pour du jeu de rôle c'est vraiment la standard. C'est que du coup le papier, pourquoi est-ce que t'as pas choisi un papier alors plus vieilli, plus tu vois ce Alors, que je veux dire parce que. Parce que regarde les pages par exemple, d'un livre, ça fait plus parchemin peut-être. C'est parce que ça, c'est du papier qui est couché satiné, donc il a un côté brillant. D'accord, En fait, ça met en rend valeur mieux, les aquarelles, ça rend mieux les couleurs. C'est C'est-à-dire que le travail de Marion a des nuances et une profondeur qui est mieux rendue. Et puis, ça absorbe mieux, parce que le problème des papiers de bouquin, c'est qu'ils sont assez translucides. Et C'est donc, vrai. tu peux être gêné par l'illustration que tu as derrière quand tu lis. Plus Et ça. du coup, j'avais pas envie. puis Alors, c'est c'est peut-être plus un fragile, tout non petit peu le cas avec le papier. C'est plus fragile, ouais. C'est un tout petit peu le cas avec le papier de Chrysopée. Il aurait fallu que je prenne un papier beaucoup plus épais. Mais là, à feuilleter le bouquin, ça aurait été vraiment inconfortable. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver un juste milieu. Ouais. Après, il y a certaines pages sur lesquelles il y a comment dire, une trame de fond ou sur lequel il y a un papier un peu vieilli, comme un vieux papier à lettres qui aurait vieilli avec le temps. Voilà, ça c'était pour donner un peu de Voilà. rythme à la lecture, Ouais. faire comme s'il y avait des papiers qui auraient été glissés ou des notes ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est intéressant en tout cas. La forme de l'objet lui-même est assez intéressante. Ça a été Et souligné la taille déjà, n'est pas standard, c'est pas du A5, Non. c'est un format carnet de voyage. Ouais, C'est tout un à fait. 14-18. Pas un Non, mais pour ceux qui. triste voyage Pour que ceux qui 14-18. font. Ah, oh là là. Oh non, c'est. T'es obligé de la faire celle-là. Bon, tout le monde y a pensé. Oui, c'est ça. D'accord, autant pour moi là. Non, c'est intéressant. C'est vrai que la forme de l'objet en lui-même est. En fait, à la base, je voulais un format encore plus petit que celui-là. Ce sont les formats des carnets Paper Blanc. Eh oui. Ce sont des très beaux carnets qui sont connus, quoi, avec des rabats, des choses comme ça. Ouais. C'est plus petit que ça encore. Le problème, c'est que pour trouver des formats comme ça en impression, c'est très compliqué. Donc, c'est le plus proche que j'ai pu trouver. Ouais. Il aurait été encore. D'accord, oui, je vois bien. Non, mais j'en ai des carnets, justement, j'étais en train de regarder en comparant. Mais oui, mais d'accord, très Donc, bien. Donc là, on a fait l'univers et la forme déjà. Alors, C'est ça, attends, parce que exactement. Darky n'a pas forcément fini son retour. Oula, attends, mais en retour. Moi, ce que je voulais On avoir, fait pas de playtest, est-ce que je donne directement mon avis ou est-ce qu'on continue sur Eh ben, les étapes on peut par exemple écouter ton avis et puis Ok. les étapes que vous avez Donc, procédées. nos avis, parce que je trimballe avec moi l'avis du copain avec qui j'ai joué. C'est un jeu qu'on aborde avec une idée assez, en fait, bizarrement, assez fine de ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va vraiment se retrouver de temps en temps assis à notre bureau en train d'écrire à un copain dans un monde imaginaire. Je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose qui remplit à 100% le cahier des charges. C'est-à-dire qu'on prend plaisir à créer une histoire à deux, de manière asymétrique, chacun son tour. Bon, il y a tout un tas de règles qui encadrent ça de manière fluide, en fait. Il faudrait peut-être en parler, peut-être de ces règles justement. Ok, là je suis pas super expert, je préfère peut-être dans ce cas-là que tu expliques. Alors, quelles Non, sont mais ces si, vas-y, règles lance-toi. Enfin, s'il faut rajouter des choses, je rajouterai. Ok, ça va être mon souvenir sur les vieilles. Donc déjà, C'est bien déjà. je vais parler du début alors. On choisit un copain avec lequel on a envie de communiquer et de jouer à ce jeu. La première étape, en fait, c'est de choisir qui va être le maître et qui va être l'apprenti. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui est super bien expliqué. Toujours par deux, ils vont. C'est ça. On sent que tu as pris du temps pour expliquer comment doit se répartir ses rôles. Il faut Ouais. se mettre d'accord déjà. Enfin, tu dis que c'est le meilleur des cas. Et puis surtout, c'est pas maître comme on l'entend. C'est pas un maître de jeu, pas du tout. Et c'est pas non plus maître et élève. C'est deux chemins différents. Et la phrase que tu décris, que tu utilises, que j'ai adoré, c'est le maître va plutôt être basé sur le constat et tourner sur le passé. Ouais. Toutes ces réflexions vont tourner autour de ça. Là où l'apprenti va être basé sur ce qu'on peut faire et le futur. Le présent et Ouais. le futur. Ouais. Le maintenant. Exactement. Bon, ça nous a parlé tout de suite avec Valentin. avec Valentin, ouais, que je salue. Valentin qu'on a entendu dans la cellule. Effectivement. Et oui. Bonjour Il Valentin. intervenait dans le podcast avec Stéphane sur l'intelligence artificielle, mais on peut le citer. C'est un C'est un charmant camarade de cellule. Donc cette partie-là est super. Elle est vraiment. Enfin, moi, je t'en parlais tout à l'heure.
Exactement. Tiens, je vais le lire parce que j'avais beaucoup aimé. Le maître n'est pas l'équivalent d'un maître de jeu dans un jeu de rôle traditionnel. C'est un genre à part entière, mais dont le récit est centré autour du passé, de la réflexion et des relations humaines. Le disciple aura un récit davantage tourné vers le présent, l'action et l'aventure. Ils sont également décrits du point de vue des sentiments. Il y a également des sentiments pour les définir. Il y a une table. Oui, Ouais, j'ai effectivement. travaillé par mots-clés. Ça, c'est Sens Néant, tu vois, qui m'a donné cette idée-là de fonctionner par mots-clés. C'est-à-dire de donner un panel de mots possibles. Ça, j'avais trouvé. Moi, tu vois, c'est marrant parce que toi, tu cites ce passage qui m'a, moi, éclairé aussi, c'est sûr. Mais ce qui m'a encore plus éclairé, c'est le tableau avec. Mais c'est marrant, j'allais t'en parler. Il se trouve que Valentin et moi avons un profil assez scientifique, et donc on a peut-être abordé le côté règles, etc. Sauf pour un point, par exemple, quand on a voulu décider où irait notre histoire. Moi, je n'avais pas tout lu. Je me suis plutôt inspiré sur les sensations que j'avais quand je lisais tes petits textes d'ambiance, Morgane. Là où Valentin, lui, a tout lu, a décrypté quels étaient les endroits qui lui inspiraient des choses particulières, parce que en fait, l'univers est vraiment décrit précisément. Comme dans un jeu de rôle traditionnel, classique. Donc là, par exemple, j'ai devant moi les mots-clés associés à chaque rôle. Pour le maître, on a, je vais en lire seulement certains. On a l'affection, la frustration, l'envie, l'espérance, fierté, intérêt, mélancolie, optimisme, pudeur, regret, solitude, surprise. Là où pour le disciple, on a l'affection, l'appréhension, l'audace, l'action, la curiosité, la culpabilité, le désarroi, l'entrain. On voit que ce sont des c'est termes... marrant, hein. Parce qu'on a l'impression que le jeune et le vieux dans l'imagerie populaire, c'est-à-dire la vision du vieux sage et du jeune fougueux, en fait. La fougue, putain, ça décrit vachement bien le... De toute façon, on a une idée très claire de qui va jouer quoi quand on se met d'accord sur les rôles. C'est pour ça que je pense qu'il peut pas y avoir de désaccord. Elle le dit d'ailleurs dans les règles, que logiquement, en lisant les règles, ça va se faire naturellement. On saura naturellement qui sera le plus à même. Et donc là, j'imagine dans la configuration que c'est Valentin, du coup, qui était maître. Et non. C'est marrant, j'aurais imaginé. Mais en fait, il me semble qu'on vu qu'il avait tout lu et tout en même temps, ouais. Non, pour le coup, je crois que c'était. On a voulu se mettre en position de comment dire, quand on joue quelqu'un qui nous ressemble pas dans un jeu de rôle. D'accord. Du coup, j'ai plutôt été maître et Valentin a plutôt été le disciple. En fait, je vais rajouter un point, c'est que maître et disciple, c'est l'articulation principale de la relation, mais elle peut être agrémentée d'une autre envergure. Ils peuvent être amoureux l'un de l'autre. Ça peut être un couple, ça peut être les personnes d'une même famille, ça peut être. Maître et apprenti ne veut pas dire vieux et jeune. Voilà. Ils peuvent avoir c'est ça. Le maître peut être plus jeune que l'apprenti. Leur relation n'est pas uniquement une relation d'ordre professionnel. Voilà, il y a un passif. Alors, il n'est pas obligatoire. Hein. Ça peut être mentor et disciple, hein. Mais il y a aussi un passif qui peut être affectif. D'accord. Par-dessus ça. D'accord. Pour l'exemple, Valentin et moi, dans Chrysopée, sommes frères. Jumeaux, il me semble, on a le même âge. Il se trouve que mon dos a été cassé assez jeune. J'ai passé toute ma vie bloqué chez moi à lire des livres, ce qui m'a rendu sage, avec du recul sur la vie. Là où lui a été mes jambes et a pu tout le temps explorer, voyager pour deux. Super. Moi, j'ai été complètement emballée quand j'ai vu ça. C'est kiff, ouais. Ça, c'est génial. Alors, ça, c'est pour l'aspect, quand on aborde les règles, qu'on se met d'accord, on choisit ce qu'on veut faire. Mais on entend dans les petits bruits de bonbons. C'est trop bon. Ce jeu est un bonbon. Voilà. Et ça, quand j'ai relu mes lettres un petit peu pour faire ce podcast, j'ai voulu t'en parler, Morgane. Ce truc-là, c'est une expérience géniale. Parce que quand on veut se mettre. Quand deux personnes vont découvrir un jeu de rôle, qu'ils ouvrent le livre des règles et qu'ils veulent savoir comment on va passer les prochaines heures ou les prochains mois à jouer, je suis pas sûr d'avoir déjà eu une bonne expérience de ce truc-là. C'est un truc chiant, faut se mettre d'accord, faut tout intégrer avant de pouvoir commencer à jouer. Alors que là, en fait, au fur et à mesure des pages, on restreint forcément le champ des possibles. Enfin, on fixe un peu nos idées sur ce qu'on va projeter dans ce jeu-là. Mais en même temps, on est hyper enthousiaste en fait, quoi. C'est exactement comme quand on planifie un voyage. Ah putain. Maelstrom a commencé. Non, mais clairement. Non, mais complètement. C'est-à-dire, en fait, c'est ça. C'est marrant, on n'avait jamais fait de débrief en fait, je me rends compte. Tu m'as fait. C'est dingue. Non, on n'a jamais débriefé ça. Bon, pour le coup, les sensations qu'on sent à deux sont exactement celles qu'on a quand on est un couple et qu'on planifie un voyage. On a l'excitation, on a la folie de se dire on va pouvoir faire plein de choses, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça. C'est cool. Dans notre tête, on a déjà 300% du voyage en fait. Limite, on sait qu'on va pas tout faire, mais c'est ce qui nous excite. Enfin bref. Juste une parenthèse, tu sais que l'exemple de la préparation du voyage, c'est l'exemple que je cite comme Maelstrom qui n'est pas du jeu de rôle.
Ça, c'est rigolo. Hein. C'est toujours l'exemple, dans les conférences et tout, c'est toujours l'exemple que je cite en disant voilà, ça c'est un maelstrom qui n'est pas ludique parce que le but de ce maelstrom-là, c'est quelque chose de bien réel, si tu veux. C'est le voyage qu'on va faire. Et alors que le jeu de rôle, le but, c'est juste d'amener à une belle partie. Donc, du coup, ça vaut en soi. Et c'est génial, quoi. Ça correspond parfaitement, du coup, et aux thématiques du jeu aussi. Aux thématiques à fond. À fond. Les règles ne m'avaient pas préparé à ça. Je suis pas sûr que tu avais dit à l'ouverture du bouquin, vous allez passer 1 heure. À préparer un voyage. Ouais, voilà. Alors si, c'est tu parles de suggéré par le vocabulaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Okay. L'escale, il y a quand même une suggestion, en fait. Je pense que c'est pas un hasard, Darky, parce que le livre, justement, te pousse dans ces choix de champs lexicaux dont parlait Maxime tout à l'heure, champ lexical très important, à planifier un voyage. Moi, je pense que c'est pas un hasard. Tu dis, d'accord. T'as l'air de dire, c'est spontanément. Non, tu t'es fait manipuler, mon pote. Parce qu'elle est très forte, c'est tout. Mais alors, c'est dingue que mon heure, pour l'instant favorite, hein, mais après, on n'a pas terminé notre voyage, ni continué sévèrement. Mon heure favorite réside dans ce moment où on a décidé qui on allait être, comment on allait jouer, où est-ce qu'on allait. Enfin, on était conscient qu'on avait commencé à jouer, mais on n'avait pas l'impression d'avoir commencé à jouer d'après les règles. Tu vois, tant qu'on ne s'est pas envoyé la première lettre, on a du mal à envisager qu'on commence à jouer. Bon, en fait, je suis en train de te faire un compliment, pas compliment, en disant je ne sais pas si j'étais préparé à ça. Donc, d'accord. J'aime bien parce que le but de ce jeu, c'était de surprendre aussi. En fait, ce qui me fait super plaisir dans ce que tu dis, Ben, c'est qu'il y a une... je voulais, et là je vais utiliser un terme de Frédéric Santès, je voulais qu'il y ait une synesthésie complète entre le personnage et c'est-à-dire que les deux voyagent en même temps. Et du coup, c'est vachement bien que tu me dises qu'en tant que joueur, tu as eu l'impression de planifier ton voyage. Parce que c'est très précisément ce qui est en train de faire ton personnage à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un truc de ouf. Non, c'est pas un truc de ouf. Encore une fois, moi, je l'explique moi, je trouve très ça bien. dingue. Je l'explique très bien. Je te fais un commentaire de texte quand tu veux. Les mots que tu emploies poussent à ça. Oui, bien sûr. Mais c'était pas... comment dire, je me suis pas dit, je vais mettre tel mot comme ça. Non, c'était inconscient, mais tu l'as fait. C'était la couleur, la fameuse couleur du... Oui. Bravo. Oh la vache. Je suis contente. Bah, t'as raison. Alors, du coup, je vais continuer un peu à détailler le début parce que je pense que c'est une étape très importante et puis c'est celle qui permettra aux auditeurs de se rendre compte au premier abord à quoi ils vont être confrontés et à ce qu'ils vont subir dans les premières heures de jeu. Smart. Il y a un aspect qui est très bizarre et très plaisant. Parce que pendant toute cette étape donc, de motivation à deux, de planification, de envisagement, ça ne doit pas se dire ça. Lorsqu'on envisage un petit peu tout ce truc, il y a un côté bizarre dans lequel à la fois on partage des idées à deux et à la fois on note dans notre coin « Oh, puis là je vais faire arriver ça » et dans la lettre genre 4 ou 5, il faudrait que je te dise ça. Et mon joueur m'a confirmé qu'il a planifié à peut-être 7 lettres à l'avance déjà ce qui allait se passer dans les trames. J'ai fait la même chose aussi, c'est-à-dire que j'ai fait moi 3 playtests du jeu qui ont été assez... Alors, il y en a 2 que j'ai menés de front. Il y en a un que j'ai fait avec une joueuse qui a d'abord joué avec Fabien Hildwein. Puis Fabien étant très occupé par sa thèse et tout ça, en fait, j'ai pris le relais pour qu'elle puisse continuer à jouer. Il y a une partie que j'ai commencé directement avec un autre Fabien, un autre membre des ateliers qui m'avait proposé de playtester. Et il y a un troisième playtest que j'ai vaguement débuté avec un ami, mais déjà 2 de front, c'est beaucoup. Parce que tu confirmeras probablement que tu disais que c'était un jeu assez exigeant. Ouais, et donc, en fait, 2... c'est beaucoup déjà. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu le même... C'est-à-dire que j'avais des vues sur mon personnage en me disant ça je vais lui dire mais plus tard. T'as déjà réfléchi à des propositions qu'il faudrait être sorties au bon moment, quoi. Par contre, il y a, alors je vais quand même faire un point parce que tu dis qu'on planifie le voyage. Le but du jeu n'est pas de décider de toutes les étapes en avance. Non, bien sûr. Que je voudrais pas que ça fasse confusion en se disant il y a une partie du jeu où on décrit le voyage et une autre partie où on le joue. Le but du jeu non, mais j'ai l'impression que toi tu l'as vécu comme ça du coup, Darky. Non, parce que... Attends, c'est vachement important parce que ça recoupe un truc que tu m'as dit en préparation du podcast. Qu'est-ce que je t'ai dit? Quand t'as dit le problème dans ce jeu, c'est qu'après, faut écrire des lettres. Et non, mais attendez, là on trouve l'explication de cette. En fait, je comprends beaucoup mieux ce que t'as voulu dire en disant cette phrase que ce que je ne pensais au départ. Alors moi, ce que tu voulais dire. Alors, je l'ai dit comme ça, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire.
le sens, le problème que je voyais à écrire, c'était, d'ailleurs j'ai dit, c'est d'écrire à un ami. C'est d'avoir on passe directement pour un des problèmes que j'ai eu avec ce jeu, c'est que une des missions de ton quotidien devient, tu dois écrire une lettre à ton pote. Alors ça paraît bizarre parce que ça c'est pas une mission et c'est pas problématique et ça devrait te faire plaisir. Pour autant, quand tu dis dans ton quotidien, tu veux pas dire qu'on doit écrire une lettre par jour, bien sûr, mais que, bien sûr que tous les jours tu vas y t'amener à y penser. Quand ton pote vient de t'envoyer une lettre, t'es content, tu la lis, puis au bout de quelques jours ou suivant la fréquence que vous êtes déterminé, tu commences à sentir la culpabilité de te dire bon, faut que je lui réponde. Et c'est triste, mais forcé en un sens, hein, puisqu'on est dans un cadre de jeu, etc. À devoir répondre à son pote, ça peut des fois enlever l'aspect spontané. Pour autant, il est clairement dit dans le jeu que tu peux ne pas répondre, ça fait partie du jeu. Au bout d'un petit moment, l'autre a le droit de s'inquiéter. Enfin, tout ça est très bien cadré. D'ailleurs, je considère que j'ai fait une bonne pause. D'ailleurs, mon ami m'en veut pour ça. Pourtant, pour moi, la partie... Enfin, bien sûr, depuis 1 an et demi, je joue à Chrysopée. Je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça. Le jeu est prévu pour ça. Après tout, c'est un jeu épistolaire. Ouais. C'est un jeu qui peut se jouer sur plusieurs années, ça ne pose aucun problème. Au contraire. C'est un jeu qui est long, ça c'est évident. Même le playtest qui a été le plus régulier dans ses envois, celui que j'ai fait avec Fabien, il est long. D'ailleurs, il n'est pas fini parce qu'on a eu aussi des exigences personnelles, de déménagement, des trucs. Donc révélation, le jeu sort alors qu'aucun playtest n'a abouti. Et je t'emmerde. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est pas une insulte. Non. C'est le propos, je crois, c'est pas l'issue du oui, voyage. mais c'est ça qui est intéressant. Alors, bien sûr, aucun voyage n'a encore abouti. Alors, mais il y a des règles pour juste, je pourrais répondre à Maxime. Oui. Aucun jeu de rôle ne sort avec des playtests finis. Puisque par définition, le jeu de rôle propose un espace de liberté, un espace de créativité, tu vois, qui te propose des voies qui sont quasiment infinies. C'est-à-dire qu'on peut considérer que écrire une lettre de Chrysopée, c'est jouer une partie de Chrysopée à chaque fois. C'est d'ores et déjà absolument, tout à fait. Pour moi, t'as pas. Pour moi, oui, tout à fait, exactement. C'est le voyage qui est important, pas la destination de Scarabée. Tout à fait, je pense. Et je dirais même, et là, c'est un thème un peu commun ici. Moi, je considérais que j'y jouais quand je pensais à cette lettre. Oui, ça, faut qu'on en parle à tout prix de ça. C'est hyper important. C'est l'aspect réenchantement du monde. Et il y a ce côté Maelstrom qui t'embêtait. Tu te souviens avec les histoires de fiction. Ah oui, j'arrive pas. Maelstrom. Fais péter. Tu sais, tu disais, le problème de l'épistolaire, c'est que ça ne rentre pas tout à fait dans la vision du Maelstrom que tu as mis dans ton ouvrage. Et où en fait, je te disais, c'est simplement que le Maelstrom, donc cette situation comme ça où on est dans le jeu, en fait, elle est juste, dans le jeu de rôle épistolaire, elle est distendue dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle est un peu permanente. D'accord. Tu cesses jamais vraiment de jouer. Oui, bien sûr. Et ça, moi, je vois que c'est ton but, c'est parce qu'elle le dit en souriant. Ça, c'est un plaisir que j'ai retrouvé de lecteur, qui est un bouquin se lit rarement d'une traite, tu le poses sur ta table de chevet et il t'accompagne tout le temps, en fait, toute la journée, etc. Chrysopée, c'est clairement ça. Entre 2 lettres, tu es dans ce monde-là. Et c'est vraiment un plaisir que tu ressens, soit avec les séries, soit avec les... Enfin bon, épistolaire, bien sûr, soit avec les livres. Mais c'est une sensation particulière. T'as pas ça avec beaucoup d'autres jeux de rôle. D'accord, c'est intéressant ça. Ça, c'est très intéressant. Alors moi, j'ai eu ça avec... moi, c'est ce que j'appelle réenchanter le monde. Quand je dis, par exemple, dans le podcast sur Vampire, qu'après avoir joué à Vampire, quand on rentrait en mobilette la nuit à Saint-Malo, on avait les boules. Et ben pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que tu continues, en fait, indirectement, la fiction continue à avoir un impact sur ta vie, au point que tu commences à te poser des questions. C'est vrai. Voilà. Mais bon, c'est pas encore tout à fait la même chose. Mais... Non, c'est vrai. En plus, je suis en train de me dire que j'ai plus eu... essence de ce point de vue-là. Essence. Sens, par exemple, le jeu de rôle Sens. Oui, c'est pour ça que j'ai dit beaucoup de jeux de rôle Sens. Je considère qu'il a un peu le même effet. Tu t'arrêtes jamais de jouer, t'es tout le temps dedans. C'est ça. Et Exploris aussi. Alors en fait, par contre, un autre aspect, c'est que Sens, tu dans ta tête, quand tu n'es plus en train de jouer, tu t'immerges dans l'univers et tu essaies de comprendre des trucs. J'ai l'impression. Tu réfléchis, quoi. Voilà, tu réfléchis. Alors c'est pas dans le but de créer plus tard, c'est tu réfléchis pour le comprendre ce qui est déjà là, en fait. Alors que je pense en fait, tu le décryptes. C'est ça. Tu fais du ouais, c'est un peu ça. Ouais. T'as un fichier dans ta tête et tu sais pas comment le lire. Tu y reviens. Alors que dans Chrysopée, je me suis plus vu en scénariste, en fait. En fait, c'est un petit peu d'ailleurs l'aspecta quand t'essaies d'écrire une fiction. Les problématiques que t'arrives pas à résoudre t'accompagnent toujours et tu t'espères les résoudre. Et t'es tout le temps en train de te dire, quand tu ne joues pas à Chrysopée, enfin entre 2 lettres,
un peu comme un scénariste, quoi. Et si, comment je pourrais, et si telle personne, etc. C'est très une posture de scénariste, d'écrivain en fait que tu as entre les. Une posture d'auteur. Sauf que, ouais, je pense, mais après le truc c'est que vu que t'es deux dans l'histoire, t'as pas ce travers du ah mais c'est bon, j'ai déjà réfléchi à tout l'univers dès le début, je sais déjà tout ce qui va se passer. Bah non, parce que t'auras beau t'imaginer des trucs de ah j'aimerais bien faire ce coup là à ce moment-là, tu peux complètement te faire gouaquer ton truc et au final t'y as pensé au début, puis finalement tu pourras pas le faire parce que d'après le sens qu'a pris la fiction avec les lettres de ton camarade et de toi, bah tu réembriques. Donc en fait t'as un champ des possibles de propositions et il s'affine en fonction de ce que fait l'autre. Et ça c'est Darky. Je t'ai pas coupé la parole. Hein, non, je t'en prie. T'abordes un point qui m'a frustré au début et ensuite j'ai compris je pense avoir compris qu'il était de toute façon essentiel. C'est t'es constamment en train de penser à ton camarade quand tu as l'impression de faire un choix. Tu dis putain, faut pas que je lui impose ce choix. Ce serait salaud. T'as pas envie de jouer un jeu dans lequel tu fais des coups de pute sur coups de pute à chaque fois en train de retirer la couette vers toi, en train de dire non, l'histoire ira comme ça. Du coup, t'essaies quasiment tout le temps de laisser une porte de sortie à ton camarade. Dans sa lettre, si tu as envie de figer quelque chose dans le temps, limite t'as envie de lui envoyer un texto avant, ça te va si je fais ça? Sauf que tu le fais pas. Je pense que c'est pas trop dans l'idée d'être à ce point-là communément d'accord sur ce qui va se passer. Du coup, dans tes lettres, moi, c'est vraiment quelque chose au début qui m'a complètement frustré, quoi. J'avais l'impression de rien pouvoir figer dans le temps dans ces lettres. Mais en fait, c'est ça qui fait une des contraintes majeures de l'écriture, c'est de se dire je veux rien imposer à mon pote de trop violent. Donc c'est ça en fait, le problème c'est la lettre à l'ami, c'est ça que tu voulais dire aussi, c'est-à-dire que tu vas... La lettre à l'ami, là on revient juste sur le... Non, ça c'est... J'ai du mal à comprendre cette... Non, c'est-à-dire qu'il aime bien l'idée que si jamais il crée, c'est un moment, tu vois, dans une partie de jeu de rôle, je pense que tu te poses autour d'une table et on a tous défini que pendant 4 heures, là, on va créer ensemble. Ouais. Alors que dans l'idée de Chrysopée, ça veut dire que si tu t'imposes un rythme, c'est-à-dire toutes les semaines, tu vas devoir le faire. Or, tu peux pas prévoir à l'avance ce que tu vas faire toutes les semaines. Et donc, il y a des fois, tu auras peut-être régulièrement pas d'inspiration et t'aimerais bien pouvoir prendre ce temps. C'est le problème de l'instant choisi. Voilà, c'est ça. D'accord. T'as défini un moment où il faudra le faire. Et devoir te caler dans ton emploi du temps un moment où tu vas devoir avoir de l'inspiration, pour ton copain en plus, c'est chaud, quoi. Alors que pour un jeu de rôle, tu dis j'ai défini 7 soirées, pendant 7 soirées, je vais le faire. 4 heures, c'est bien. Même des mois, parler, c'est compliqué. même sans parler planning, en fait, le fait de parler d'obligation, tu vois, tu vas devoir le faire, ça enlève un peu le plaisir de le faire spontanément. Avoir une correspondance avec un ami dans lequel rien n'est obligatoire, c'est un petit peu plus plaisant que de s'être dit bon, on va essayer de se répondre pour faire avancer le jeu. Je pense que c'est parce que c'est pas habituel en fait aussi. C'est possible. J'ai peut-être perdu habituel d'écrire à ses amis. Ah ouais, habituel non mais même déjà d'écrire à ses amis et de s'imposer des moments de créativité, quoi. C'est un truc, je veux dire, nous ça nous tombe dessus, on a cette vision de la créativité va nous tomber dessus au coin de la rue et point, quoi. Non, alors que t'as des tas de créatifs qui ont des... je crois que Thomas Munier il est comme ça. On peut se dégager des moments, en fait, c'est un entraînement de l'esprit. D'accord. Tu peux te dégager des moments où sur ton emploi du temps, tu as mis moment où je me mets devant mon PC et je m'autorise à C'est Natacha qui en parlait dans certains podcasts, et puis c'est connu dans le milieu littéraire où il y a des auteurs, Flaubert, Balzac, tout ça, qui avaient un emploi du temps extrêmement précis, qui disait de telle heure à telle heure, ça allait, de telle heure à telle heure, j'écris. Ils se mettaient devant leur table. Attention à ton micro. Oh, quitte à rien écrire, hein, mais oui, c'est des rituels. En fait, je suis d'accord. Un écrivain souvent se donne une espèce d'obligation d'écrire 1 heure par jour. Non, enfin, c'est quelque chose de connu. Elle a dit pas tous son micro. Elle a dit pas tous, carrément sans micro. Oh non, mais je finis par le poser. Du coup, moi, je réponds dans le vide. Tu te sens à l'aise. En fait, c'est bien, Morgane. Là où j'opinaille peut-être, mais j'ai juste l'impression que tu approuves quelque chose que je ne dis pas. Ça me frustre un peu. C'est pas le côté de planifier qui me saoule, c'est le côté obligatoire, quel que soit le temps en fait. D'un seul coup, ça devient une obligation d'écrire à son pote. C'est comme si je te paye pour faire un dessin, c'est comme si je te paye pour avoir du fun. Mais bon, ça c'est peut-être une de mes marottes, mais c'est quelque chose. C'est un problème. C'est pas parce qu'on te paye pour faire quelque chose que ça cesse d'être un plaisir. Il m'a dit ça une fois pour mes jeux et tout, mais ça te fait pas suer devant tes jeux. Du coup, je veux pas voler le sujet avec mes démons. Mais je pense que si on est quelqu'un qui a du mal à savourer quelque chose dès lors qu'on est forcé de le faire,
il peut être prudent de prévenir que Chrysopée est un jeu qui est à ce niveau-là qui est très exigeant contraignant. et pour lequel en fait, on a une obligation. Ou en tout cas, c'est un jeu contraignant. Ou de prévenir son partenaire qu'on est comme ça, que des fois il y aura peut-être souvent des périodes où tu utiliseras le système qui permet de retarder la lettre. Voilà. Tu dis je te préviens, écoute, moi l'inspiration, j'aime bien écrire quand ça me vient. Me dire je vais le faire toutes les semaines, je suis désolé. Moi, Je peux te le dire à l'avance, j'y arriverai pas. Dans ces cas-là, tu n'es pas obligé de décider. Il y a aussi autre Ok. chose. Tu n'es pas obligé de décider de t'écrire toutes les semaines. Non, mais même tous les mois. Non, mais c'est une possibilité. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce fait de pouvoir, enfin de devoir au moins fixer à but parce que sinon ça n'avance je pas. préfère leur dire parce qu'on l'a appris dans le podcast. Dans le jeu, on se fixe une période Oui, il y a de lettres. on se dit, on s'écrit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. On essaye de rester raisonnable. Genre, si on a du genre très occupé, on va pas se dire, on s'écrit toutes les semaines. Mais en même temps, faut pas trop distendre en disant, disons une lettre tous les 6 mois. Voilà, parce qu'en fait, au bout d'un moment, le quotidien se rattrape et on est très vite gagné par la flemme aussi de dire, je ferai ça plus tard. Et plus ça va, pire c'est. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un comme ça. Ben, je déteste avoir l'impression je déteste sentir que je fais quelque chose parce qu'on m'y oblige. Alors, les amis qui me connaissent bien et qui savent que j'ai ce travers, ils ont développé des parades. C'est-à-dire que quand ils veulent que je fasse quelque chose, ils font en sorte que j'ai l'impression que ça vient de moi. Je confirme. Voilà. Donc, mais c'est parce que j'ai horreur de me dire, maintenant tu fais ça. J'aime avoir la sensation que je l'ai décidé au moment X, voilà, et que je me dis, bon. Mais en même temps, Enfin, moi, je le vois comme ça. Quand tu commences une partie de Chrysopée avec quelqu'un, c'est pas quelqu'un que tu choisis au hasard. Enfin, souvent. Fabien, il se trouve que... Enfin, je parle du coup de Fabien Clémenti. Pas qu'on confonde avec Fabien Hildwein. Fabien Clémenti s'est proposé. Puis il se trouve qu'en termes d'écriture et d'univers intérieur, on est assez proches. Donc, ça nous a permis de nous découvrir par un autre biais. Et donc, du coup, ça marche bien, mais ça aurait pu ne pas marcher. Mais du coup, c'est quoi qui t'a permis de surpasser ça dans un envoi de lettres? C'est la discipline, c'est ta relation avec la personne que tu connais suffisamment au point de ne pas vouloir trahir? C'est pas ça, c'est que déjà, pour l'autre, j'ai envie de faire cet effort-là. J'ai envie qu'il ait des nouvelles, que l'histoire avance de son côté. Voilà, déjà, ça me fait plaisir. Et en fait, c'est te lancer qui, au début, tu fais « Ah zut, je me lance par obligation », mais dès que tu es lancé dans ta rédaction de lettres, après, elle est partie. Ouais. Et puis, en plus, tu te laisses gagner par l'histoire. L'autre en face, parfois, des propositions qui sont juste phénoménales. Il faut le temps de les digérer. Et puis, tu te dis « Oh, ça y est, la vache, j'ai trouvé un truc. » Et puis, voilà. Rien ne t'oblige à... Et bon, j'aime écrire. Je veux dire, il faut... Voilà, faut aussi... C'est-à-dire, en fait, faut aussi être clair. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas écrire, le jeu de rôle épistolaire n'est pas fait pour vous. Parce que tu dis, par exemple, Darky, tu dis, oui, j'ai du mal à comprendre comment on peut s'amuser en se mettant des contraintes. Mais les gens qui jouent à WoW, par exemple, ils se mettent des contraintes, ils se fixent des rendez-vous, ils se disent, on va faire un raid à tel moment, tel moment. Et là, ils le sentent pas du tout comme quelque chose de contraignant ou quoi. Alors, ça dépend, parfois, oui. Mais tu vois ce que je veux dire? Parfois, il y a certaines contraintes, il y a certains trucs que tu fais toi aussi de façon contrainte. Et pour autant, pour lesquels tu prends énormément de plaisir, mais seulement parce que c'est un plaisir de le faire, tu ne le ressens pas comme ça. Et moi, je pense que ton problème, Darky, dans le fond, ce que tu es en train de dire au micro, là, c'est que dans le fond, écrire, c'est laborieux pour toi, c'est difficile pour toi. C'est pas quelque chose de naturel. Moi, par exemple... Je pense que c'est l'obligation de manière générale, qui est plus que l'écriture. Je mets un coup de bouclier sur ton attaque, enfin, sur ta vision, quoi. Je suis pas sûr que ce soit ça. D'accord, très bien. En tout cas, qu'il y a quelque chose de laborieux dans l'écriture. Ah, pour le coup, non, parce que c'est vrai que je suis pas écrivain. Franchement, si c'était un dessin que tu devais me faire tous les 2 mois, un petit dessin que tu pourrais même faire. Tu me fais perdre au jeu. Tu sais combien de fois tu me fais perdre au jeu par mois? J'ai perdu. Non, mais je veux dire, je suis pas sûr que ça fasse une demi-heure. Si, c'est vachement important parce que, en fait, mine de rien, tu fais la démarche de prendre un texto. Pour nous faire perdre au jeu, il faut savoir que Darky, il a des petites pages internet qui traînent à droite à gauche et qui nous envoient des liens. Moi, j'adore le brocoli. Il s'est fait chier à faire un brocoli, un personnage qui fait des symboles bizarres et plein de trucs pour nous faire perdre au jeu. Là, ça l'a pas emmerdé de le faire. Alors parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Parce que j'étais libre de le faire. Honnêtement, je préfère peut-être dessiner que d'écrire. Mais en aucun cas, ma non-passion pour l'écriture m'a bloqué sur l'écriture d'un mail à un copain. Alors, si je pense que le jeu avait comme règle que vous devez faire perdre quelqu'un au moins une fois par mois, là, ça le ferait chier. Clairement. Ouais, honnêtement. D'accord.
Mais j'ai conscience qu'on dérive sur un problème personnel. Non, parce que je pense qu'il y a plein de gens. Alors, je pense que Chrysopé est hyper exigeant et que ça va poser de problème à beaucoup de gens. Moi, j'assume avoir écrit un jeu dont les mécanismes nécessitent, alors oblige, je sais pas, je colle pas un flingue sur la tempe, nécessite, c'est-à-dire que c'est une décision ou une discipline qu'on s'impose à soi-même. Ouais. On est libre aussi de dire pas ce mois-ci, pas cette semaine-là, ça attendra plus tard. Enfin, je peux dire, moi, la lettre de Fabien Clémenti, ça fait 3 mois que j'attends. Je ne vais pas débarquer chez lui en disant putain, ta lettre. Mais par contre, je peux vous dire qu'à la prochaine lettre, il va s'en essuyer une belle. Parce que dis donc, moi, ça fait 3 mois que j'attends de ces nouvelles et qu'on laisse pas poireauter son maître au fin fond quand on va sur une piste dangereuse et 3 mois après, comme une fleur, ah, coucou, je suis revenue. Enfin, c'est comme si on découchait la première fois de chez ses parents et qu'on revenait le lendemain matin comme une fleur, salut putain, mais si on est 3 jours plus tard dans le cas présent. Oui, enfin c'est l'idée quoi. Mais donc clairement cette exigence, on s'y attend en fait. Avant, bien sûr, c'est un jeu épistolaire dans lequel on s'envoie des lettres, ça va forcément. Voilà, là j'ai l'impression qu'en fait on parle plus des contraintes du jeu épistolaire que des contraintes de Chrysopé. Non, parce que Morgane elle a mis une règle. Je pense pas que tous les jeux épistolaires t'obligent à écrire tous les mois ou toutes les semaines. Morgane elle a choisi cette règle pour forcer les gens, parce que de manière systémique, tu pensais, tu me corriges si je dis des bêtises, tu pensais que si jamais les gens ne s'imposaient pas cela dès le début, ils oublieraient le jeu. C'est-à-dire qu'ils joueraient, et un jour ils auraient un manque d'inspiration au moment de recevoir la lettre, ils auraient pas envie de répondre, et après ça tomberait dans les limbes. C'est-à-dire que là tout de suite j'ai lu la lettre, j'étais content, ah merde j'étais au boulot, j'avais autre chose à faire, et après c'est oublié. C'est ce qui arrive à des tas de mails, c'est-à-dire qu'on lit un mail, on fait ah c'est cool, j'aimerais répondre, et ah merde non c'est vrai j'ai pas que ça à faire tout de suite, et 2-3 jours plus tard clairement. Moi je sais parce que j'en suis quand même une des victimes, c'est que avec les nouvelles technologies, Facebook, les textos, ça va très vite. On vit dans une société du zapping. Oui, puis l'échange d'informations va très vite, et effectivement Internet aide ça, c'est-à-dire qu'on a plein d'informations à la fois, on peut aller d'une à l'autre comme bon nous semble, sans forcément finir la première. Voilà, on peut cliquer sur un onglet, commencer un article, oh dis donc dans la page il y en a un autre, et clique, et on oublie en fait ce pourquoi. Alors j'avais lu un article passionnant, ça modifie le cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau est en train de développer des nouvelles façons d'apprendre, mais aussi perd certaines de ses anciennes capacités. Juste il évolue comme ça, et je sais comment ça fonctionne. Moi aussi je fonctionne comme ça, je commence un truc, après je pense à un machin, puis finalement au bout d'une heure je dis attends, j'étais venu chercher un truc là à l'origine, pourquoi je suis là déjà? Et donc c'est la maladie de la notification. Oui, c'est ça, c'est quelque chose d'assez identifié, on est conscient qu'on va le combattre quand on joue à Chrysopé. Et on est aussi conscient qu'on va retrouver des sensations qu'on n'avait plus, qui sont de prendre 1 heure à écrire un mail à un copain. Ça peut être rare en fait maintenant. Ouais. En fait, j'aime bien, le mot me vient comme ça. En fait, Chrysopé nécessite d'être soigneux dans le sens prendre soin d'eux. Prendre soin de la personne avec qui on joue. C'est pas juste le mec anonyme C44 que vous trouvez sur un chat au pif. C'est quelqu'un avec qui vous vous engagez dans un processus qui est un peu particulier. Parce que la charge émotionnelle du jeu est ce qu'elle est. Et là, je pense que là, tu touches du doigt un point qui permet de clôturer définitivement cette discussion. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi le jeu a ces qualités de te faire repenser à lui au quotidien? Pourquoi le jeu a cette potentiel de réenchanter le monde? Qu'est-ce qui fait la beauté de ce jeu? C'est justement la contrainte qui va avec. Et moi, je pense que là, on touche du point à un truc essentiel. C'est-à-dire que sans l'effet pervers dont tu nous parlais là, sans cette épée de Damoclès qui te fait mal et qui te fait souffrir parce qu'elle te gratouille le haut du cuir chevelu, eh bien tu veux dire moi. Toi Darky, absolument. Tellement content de te reprendre sur ça, c'est la première fois que je t'ai. Excuse-moi. Eh bien tu n'aurais jamais eu le côté positif du jeu. C'est-à-dire que sans cette douleur, ce rappel, cette piqûre de rappel quotidienne, tu n'aurais pas eu non plus ce qui fait le cœur, à mon avis, de Chrysopé, c'est-à-dire un jeu qui vise à réenchanter ton quotidien. Et si tu n'as pas si le réveil ne sonne pas le matin, tu ne te lèves pas. Si Chrysopé ne se rappelle pas à toi par cette épée de Damoclès, eh bien tu ne l'entends pas, tu ne l'écoutes pas. Et donc, je pense que là, en fait, on est en train de parler sous 2 aspects différents
du jeu en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et d'une même chose en fait. On est en train de dire le problème de Chrysopée c'est ça, et on est en train de dire la qualité de Chrysopée c'est ça. Mais en fait le ça dont on parle là, c'est la même chose en fait. Après, en parlant de mon ressenti personnel, je voulais surtout donner une alerte à. Je pense que c'est le type de joueur qui doit faire attention en abordant oui, ça. mais tu on fais a bien. parfaitement compris. Et c'est pour ça que c'est important lorsqu'on fait une critique de souligner aussi les aspects négatifs du jeu, même si par ailleurs Morgane est une excellente amie, ça n'empêche qu'il faut en souligner les aspects négatifs parce que négatif pour nous ne veut pas dire négatif dans l'absolu. Ça veut dire négatif pour nous, et donc si vous avez l'habitude d'entendre Darky dans la cellule, vous savez que il est une psychologie de tel type, etc., etc. Et voilà. Max, excuse-moi, je t'ai interrompu. Je suis désolé. Attends, mais je vais retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, oui, voilà, si vous devez aborder Chrysopée, faut soit être le type de joueur visé, entre guillemets, se dire moi ça y a aucun souci de poser devant un mail, ou se dire attention. Il faut avoir envie d'essayer ça. C'est-à-dire, vous pouvez aussi vous dire putain, c'est vrai que je sais pas le faire, ça me foutre devant mon PC. Mais est-ce que ça vous dit d'essayer ? Sachez que dans ce jeu vous trouverez ça. Tout à fait. Et c'est comme dire, c'est la même chose que sur un donjon et dragon. Bah tu sais que tu vas avoir une armure et taper des dragons. Ouais. Et bah oui, tu peux te dire c'est pas mon truc, mais j'ai envie d'essayer. Essaye. On sait jamais. Chrysopée c'est pareil, essaye. Mais si t'essayes et que tu es pas sûr d'aimer, préviens ton camarade. Préviens ton camarade en disant attends, je suis pas sûr d'aimer parce que il faut pas se sentir après si le jeu te plaît pas voilà, c'est pas obligatoire. Arriver au bout du jeu sera une satisfaction personnelle, voire même une satisfaction de groupe, parce qu'on se sera soutenu du début jusqu'à la fin. Une des inspirations pour Chrysopée, c'est le petit jeu qui a été développé par That Game Company, Journey, où en fait vous avez la possibilité de faire le jeu tout seul. Et surtout, le but du jeu, normalement, c'est de se connecter à Internet et de faire le voyage proposé par ce petit jeu vidéo à deux, avec pour moyen de communiquer uniquement des petits glyphes et des bruits. Voilà, donc il faut trouver des moyens détournés de communiquer et arriver au bout ensemble. Ça n'a pas la même saveur que se dire j'y suis arrivé. Il y a un espèce de on est allé jusqu'au bout. Mais rien n'interdit, si finalement le jeu de s'arrêter en cours de route. Les personnages peuvent décider que finalement Chrysopée ça les intéresse plus. Et d'ailleurs c'est une forme de victoire pour les personnages en termes de symbolique, de se dire en plein milieu écoutez, je devais traverser mais je me suis arrêtée dans tel village, j'ai trouvé un homme ou une femme, on s'aime, ça fait un moment qu'on est ensemble, moi j'ai plus envie d'aller explorer le monde comme ça, comme un vagabond, j'ai envie de me poser là avec elle, c'est mon bonheur. Et voilà, fin du jeu. Et le personnage a trouvé une forme de bonheur. Peut-être que l'autre personnage sera là, non mais vas-y, continue, t'étais tellement prometteur. Et l'autre peut dire, non mais je suis désolée, mon bonheur il est là, ça y est, ma quête de connaissance sur qui je suis et ce que je veux est achevée là. C'est transformé d'ores et déjà le plomb en or. T'avais envie d'ajouter quelque chose là-dessus? Non, j'acquiesçais dans le sens le fait de sentir une douleur à devoir écrire et d'avoir un peu de mal à faire ça. Je l'ai vécu comme une expérience de jeu et pas du tout comme une impossibilité de jouer le jeu. Parce que j'ai bien senti que en fait, d'ailleurs, je mettais ça en écho avec l'excitation qu'on a eue au début du voyage. On va faire ça, et puis paf. Une fois que t'es en voyage, c'est pas un toboggan un voyage quoi. C'est un truc que tu construis au fur et à mesure. Tu dois y mettre de l'implication. Tu dois être à fond dedans et c'est exigeant. Ça va me permettre de faire une excellente transition. Quand on dit très souvent les jeux bouleversants, c'est les jeux qui nous sortent de notre zone de confort. Là, ce qu'on est en train de décrire là, c'est ça. C'est-à-dire Chrysopée est un jeu qui nous sort de notre zone de confort. On avait l'habitude de ne jamais écrire de lettres à un ami et là, fait chier, il va falloir tous les mois écrire C'est ça en fait. C'est un jeu qui nous sort de notre zone de confort. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que vu l'ampleur et l'ambition du jeu et ce qu'il demande de faire à ses joueurs, on se dit mais tout ce travail, moi qui ai très peur de la mort, très peur de la mortalité, de la finitude, on se dit tout ce travail va être perdu. Et c'est là que Morgane a une idée à mon avis qui est géniale et qui fait aussi l'importance de Chrysopée. Et là on va pouvoir comme ça passer à une transition peut-être plus éditoriale sur l'aventure de ce jeu. Elle a mis en place un site internet qui s'appelle les Archives Suspendues, qui est un endroit dont Darky est l'artisan. Comme les il me semble. C'est le grand architecte du code HTML. Voilà, ok. Et donc c'est intéressant de voir que il est artisan à tous les niveaux. Il tisse sa toile. Il est Internet. Cet homme est Internet. Mais il sait pas écrire un mail, donc, copain. Sous forme de code. Où tu as perdu quoi. Et donc Morgane a mis en place. Then you lose. Morgane a mis en place
un site dans lequel vous pouvez déposer vos lettres de façon à les rendre accessibles à d'éventuels autres explorateurs et vous servir de ces lettres comme support pour vous dire dans quelle direction artistique aller, pour même, on peut même imaginer que l'univers comme ça s'agrandit. Et tu peux dire, tu peux t'inspirer du voyage en disant, voilà, on a créé un maître et un apprenti qui ont pour but de partir sur les traces des célèbres machins qui auraient atteint Chrysopée. Et là, on a trouvé les traces dans les dont on a trouvé les traces et on est reparti quoi. Alors en fait tu fais du Chrysopéception quoi. Génial. Alors ouais, ça pour le coup c'est quelque chose d'incroyable. Moi dans un jeu de rôle j'aime pas spécialement lire les rapports de partie et j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'ont fait les autres dans le même univers que moi. Je passe à côté. Là c'est un supplément mais super précieux quand tu es pas forcément en panne d'inspiration, mais quand tu veux mieux, en fait, tu veux explorer le monde en ayant une idée de ce qui s'est déjà fait. Donc, ça peut t'inspirer non seulement dans l'univers, mais aussi dans la façon de communiquer, parce que on l'a pas dit, mais tu peux concevoir les lettres comme quelque chose de très quotidien, comme quelque chose de très long terme, quoi. Tu peux envoyer une lettre et dire qu'il s'est passé beaucoup de temps, mais même dans la fiction, du coup. Tu vois, à 2 jours d'intervalle, tu peux faire passer. On peut même imaginer un joueur qui a arrêté de jouer depuis des années et qui reçoit une lettre qui vient d'un pote qui a... Ben non, imagine, tu perds de vue Valentin pendant 20 ans. Et puis pour reprendre contact avec lui, tu lui envoies une lettre qui vient des profondeurs de la fiction, quoi. Vraiment, et donc, ce genre d'idée, tu l'as en lisant les lettres des autres. Et c'est super précieux en tant que joueur pour commencer, pour se lancer, parce qu'on a tout le temps le petit cap en plus quand on va devoir envoyer la première lettre. Qu'est-ce que j'y mets, qu'est-ce que j'y mets pas, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. C'est exactement, enfin c'est un track quoi. C'est parler en public, c'est waouh, mais d'où, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends. Et les lettres sont vachement précieuses pour ça. Et tu vois, là où je trouve que Chrysopée a un vrai avantage. Alors évidemment, là on parle du jeu, il en est encore à son enfance, donc évidemment les archives suspendues, on imagine qu'il n'y a pas énormément de lettres pour le moment, mais on peut imaginer qu'au fur et à mesure des Morgane années... a mis beaucoup de contenu de déjà, base. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, j'ai visité le site, mais il n'y a pas beaucoup de lettres. Alors maintenant, il y a 3 Il y a beaucoup d'informations sur l'alchimie. Il y a 3 correspondances qui sont en ligne, mais notamment celle qu'on a avec Fabien, ça fait 93 pages. Oui, un voilà, truc c'est comme ça. Mais moi, je veux voir celle-là. ça. Moi, je veux voir ça avec des milliards de lettres. C'est-à-dire, c'est une, tu vois. Et le truc, c'est vraiment des archives suspendues. Et le maître, son boulot, ça peut être de temps en temps. Puis il va se plonger là-dedans pour chercher des infos sur son apprenti. C'est fait pour. Oui, et c'est cool. Enfin, et je veux dire, voilà. Ce que je veux dire, c'est, il faut laisser aussi le temps à Chrysopée de faire son propre voyage en tant que jeu. Je pense que le jeu a encore parce que on vient de quitter le port. Voilà, maintenant, il faut gagner le large. C'est ça. Et tu vois, il faut longtemps avant que des suppléments comme ça, disponibles sur Internet, que ce soit audio ou littéraire, se mettent en place et commencent à gagner leur succès. 5, 6 ans, et tu verras déjà dans 7 ans, on pourra refaire un podcast sur Chrysopée. J'aurais peut-être écrit ma deuxième lettre. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut parler de l'idée. Pour l'instant, ok, d'accord, il y a pas beaucoup de lettres, mais enfin, il y a déjà 93 pages d'une première correspondance. Mais l'idée en elle-même est porteuse et géniale. Elle donne un souffle à ce jeu qui est... Parce que moi, à titre personnel, pourquoi est-ce que je me retiendrais de jouer à Chrysopée ? C'est que je me dirais, alors me faire chier à écrire des lettres pendant des heures et des heures et au final, qu'elles soient jamais lues que par mon ami et tout ça, tu vois, il y a un côté, il y a une dimension littéraire dans ton jeu et du coup, en tant qu'auteur, moi, j'ai envie de le partager à un assez grand nombre de personnes. Ah ouais, je plus sois cette partie-là. Et là, du coup, les archives le permettent. Ouais. Alors, c'est super que vous le voyez comme ça. En fait, les archives suspendues, quand je les ai conçues, quand je me suis dit qu'il fallait un supplément, c'est parce que j'avais un problème technique avec ce jeu. J'avais un univers à explorer. Le problème, c'est que donner juste 4 pages d'explication, c'est souvent pas assez. En plus, moi, j'avais d'autres idées, d'autres lieux. Je me suis dit de 2 choses l'une. Soit je fixe l'univers, une bonne fois pour toutes, dans une grande encyclopédie de je sais pas combien de pages. 370. Si tu veux. A4, couverture cartonnée, avec des illustrations et des femmes à poil. Oui, c'est ça. Taille de caractère 10 ou je sais pas quoi. Et donc, je dis, je fixe tout, du début jusqu'à la fin, l'organisation sociale d'à peu près tous les... Soit je ne dis rien. Et je ne dis rien et je dis, voilà, c'est le monde tout autour, débrouillez-vous, allez-y. Et aucune des 2 solutions ne me plaisait. La première, parce que je suis bien consciente que quand on rentre dans un univers pour qu'il y ait
une symbolique, une couleur. Il faut qu'il soit un minimum décrit. Et l'autre, parce que quand on fait un jeu de rôle de voyage, je voulais qu'il soit collaboratif. C'est-à-dire que quelqu'un, un jour, invente l'escale à laquelle je n'aurais jamais pensé et que tout le monde puisse profiter de cette nouvelle escale. Donc, en fait, ça me permettait de fournir un supplément gratuit, parce que je ne veux pas publier dans 6 mois « voilà l'encyclopédie de Chrysopée, je vous la vends 40 balles ». Et de faire ta grosse feignasse et que l'univers se construise tout seul par tes joueurs. Non, parce que les joueurs ont besoin de base pour démarrer. Oui, bien sûr. Il fallait les mots-clés, c'est bien, mais... Puis moi, j'avais une idée précise. Le problème, c'est ça. C'est que moi, dans ma tête, je savais ce qu'était le monde tout autour. Je le vois. Comme la personne qui prépare ses lettres, 6 lettres à l'avance, quoi. Quand je ferme les yeux, je le vois. Le problème, c'est que ma grande crainte, c'était que les gens aient le système de règles et le propos, mais qu'ils ne jouent pas à Chrysopée malgré tout. Parce qu'ils inventeront un univers médiéval fantastique ou hyper futuriste, ça pourrait coller. Sauf que ça n'est pas l'ambiance que j'ai dans le crâne. Donc il fallait quand même que je leur transmette une partie des ressentis que j'ai vis-à-vis de ce jeu. Tu sais, il y en a qui le feront, ils feront un hack de ton jeu version Donjons et Dragons. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ça ? Non, je sais, Je plaisante, pour un autre jeu. Mais c'est possible, pourquoi pas ? Mais moi, j'avais une vision du jeu qui était très, très inspirée des BD des Cités Obscures de Schwitten et Peters. D'ailleurs, que je conseille à tous les gens qui ne connaîtraient pas ces BD. C'est des BD qui sont des œuvres graphiques et littéraires à part entière. Et qui ont un univers qui est très vintage, assez onirique, tout en étant plutôt réaliste, mais en même temps extrêmement symbolique. Et c'est magnifique. Et du coup, comment tu dis ? Vas-y, répète. Parce que... Les Cités Obscures. Donc ça, c'est la série des BD. Après, dans cette série-là, il y en a tout un paquet. Les plus célèbres, c'est La Fièvre d'Urbicante, L'Archiviste, La Tour, voilà, L'Enfant penché, plein de... Et donc, en fait, ils ont développé petit à petit des cités. Chaque tome tourne autour d'une cité, souvent. Et c'est ça qui m'a inspiré aussi beaucoup Chrysopée, avec ce système d'escale et de choses comme ça. D'accord. C'est intéressant d'avoir aussi toutes ces... Puis c'est magnifique, enfin, les dessins sont superbes. Schwitten, c'est un architecte. Pour rendre des architectures, des villes, des ambiances, ils sont phénoménaux, quoi. Donc voilà, ça c'est quand même une dimension aussi du jeu dont je voulais parler, parce que ça contribue également à rendre le jeu tangible et à réaliser, à faire en sorte que la fiction s'importe dans la réalité et se réalise dans la réalité, à mon avis. Mais quand on est un créateur de jeu, je pense que c'est une question importante de savoir où commence l'univers, où est-ce qu'il se termine pour nous et dans quelle mesure les joueurs ont prise dessus. Certains auteurs n'ont jamais pensé à ce genre de choses. Non mais quand on a... On appelle ça des cinglés. Ouais. T'as des noms ? Non, j'ai pas de nom. Ceci dit, faut aussi dire que ces démarches pour être tout à fait honnête, que ces démarches de faire d'importer comme ça du jeu dans la réalité. Par exemple, on a le jeu du 7e cercle, Z-Corps, qui fournissait déjà des suppléments via des blogs où tu sais, on se battait contre des zombies et du coup, il y avait un blog sur lequel on pouvait mettre des billets. Alors, je vous parle de ça par témoignage. Hein. Moi-même, je n'y ai jamais participé. Je crois que c'est Jeff qui m'avait parlé de ça. Voilà, on pouvait dire, bah voilà, tel village, c'est passé ça. En fait, chaque table était un village différent et donc du coup, donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà même dans le jeu vidéo. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut déjà partager. Mais je trouve que là, pour les lettres, en fait, là où je trouve ça intéressant dans Chrysopée par rapport à d'autres univers qui le feraient déjà, c'est que je trouve que ça fait une motivation supplémentaire pour écrire. Le fait qu'on puisse avoir un retour, voilà, l'idée qu'on puisse avoir un retour de d'autres relecteurs, éventuellement que ces lettres puissent être imprimées et valoir même comme œuvre à part entière. Pourquoi pas ? On pourrait après imaginer qu'on publie chaque correspondance dans un petit tome et que ça fait toute une petite série de suppléments, de recueils de nouvelles, de tout ce que tu veux. Hein. Enfin, 93 pages, la correspondance même pas finie, il va être épais ton tome. Ouais. Oui, mais en même temps, on écrit. C'est cool. On est du genre bavard avec Fabien. C'est vraiment cool. Alors, maintenant donc qu'on a parlé de toute cette dimension en jeu, on va peut-être pas rentrer dans les détails dans le système, ce serait vraiment trop long et puis on vous laissera les découvrir aussi, on veut que vous ayez des choses à découvrir dans le livre. Sauf si tu as quelque chose à ajouter, Ben. Sur les règles, en fait, j'ai quelque chose de bizarre à dire, c'est que j'ai l'impression que si on veut, ce qu'on comprend du jeu quand on lit la préface, quand tu dis juste jeu de rôle épistolaire dans lequel on se balance des lettres, j'ai l'impression que on arrive, si on prend le temps et qu'on réfléchit bien, à ces règles-là. Tu vois, aux règles que tu as dans ton bouquin.
En fait, elles sont minimalistes en fait. On peut pas effacer des trucs. On louperait quelque chose. Il y a ce qu'il faut pour créer une histoire. Alors, pour créer une histoire en fait, quoi. T'as les pivots, les moments impactants du récit qui sont prévus à l'avance, mais de manière schématique, quoi. C'est-à-dire que l'histoire va s'articuler à ces moments-là sans rien dire. On va devoir se mettre d'accord au fur et à mesure de nos récits, de nos lettres. Donc, se mettre d'accord ou non d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il est précisé qu'en fait ces pivots sont à la discrétion du joueur qui va les imposer à son correspondant. Et qu'est-ce que tu Sinon veux dire c'est pas drôle, c'est juste une fiction à quatre mains. Oui, voilà. Je suis d'accord avec ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que les règles n'auraient pas pu être différentes. En fait, c'est du sont bon pas sens. choquantes. C'est vraiment du bon sens. Elles sont fluides. Tu veux dire que t'as pas vu quand t'es passé de l'univers aux règles, t'as vraiment senti une continuité. Tu t'es pas dit, ça t'a pas sorti du truc en te disant, ah du coup attends, ça veut dire que finalement je vais aller relire l'univers pour bien comprendre ce que je vais me dire. Non, en fait ça t'a. J'aime bien, ça me rappelle la vision de la simplicité de Sildo Elfine, je sais plus, qui sur un podcast disait que la simplicité dans les règles d'un jeu, c'est lorsque l'on ne peut ni ajouter ni enlever une règle sans que l'ensemble s'écroule. Ouais. Et ce que tu es en train de dire là, je pense, en un sens, c'est que les règles sont simples. C'est-à-dire, elles sont atomiques, Exactement. On peut pas faire plus petit, plus. Exactement. Voilà. Du coup, je sais pas si ça valait le coup de le mentionner. Parce que en fait, tout ce qu'on dit, c'est qu'elles sont simples, claires, limpides et qu'on peut pas en rajouter. Enfin, qu'il n'y a pas de superflu. Ouais. Mais du coup, c'est fluide. En fait, j'ai pas d'autres mots. Les mathématiciens appellent ça l'élégance, non ? Exactement. Ouais. Je crois que c'était l'un de tes objectifs, Morgane. Non, c'était que le jeu, il y ait des règles, contrairement aux autres tentatives de jeux de rôle épistolaires. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une dimension. Je ne sais pas si le mot ludique est bien là, mais qu'il fallait qu'on soit guidé par des règles. Donc il y ait des bornes en fait. Mais que ces bornes, on ne soit pas, pendant qu'on rédige une lettre, qu'on soit pas en train de se prendre la tête avec les règles, en disant attends, il faut que je parle de ça parce qu'en termes d'optimisation, c'est vachement mieux. Non, juste tu crées et le système de règles va de toute façon te féliciter. Enfin, c'est clair, quand tu lis l'univers, tu dis ok, je vois ce qu'on attend de moi. Et si tu fais ce que le jeu attend de toi, et ce que tu attends aussi du coup, le système va te récompenser de manière assez fluide, qui est que le mec qui va recevoir, s'il est content, il va te donner beaucoup de points. Il va te donner beaucoup de points, donc tu vas, en théorie, avancer plus vite sur la route de Chrysopée, quoi. C'est intéressant quand même d'aborder le système. Juste comme ça, on a vu, il y avait un système de points et tout. C'est intéressant quand même de voir aussi que on n'écrit pas les lettres non plus pour rien. Le système nous récompense aussi à travers l'Athanor, c'est ça ? Alors, en fait... je vais préciser quelque chose. De jeux de rôle épistolaire, je ne connais que des Profundis. Je n'y ai pas joué. Alors, De Profundis, c'est un jeu de rôle épistolaire qui s'inspire de l'univers qui s'inspire pas d'ailleurs, qui prend place dans l'univers de Lovecraft. Voilà. J'y ai pas joué. C'est-à-dire qu'on m'a simplement donné ça se présente sous forme de feuillets qui ressemblent à des lettres. C'est pas un livre vraiment. Et donc, moi, je n'y ai pas joué. On me l'a simplement donné pour que je puisse avoir un point de comparaison pour voir un petit peu ce qui se faisait. Donc, c'est le seul que je connaisse. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres, et ce qui m'a beaucoup embêté dans De Profundis, c'est qu'il n'y avait pas de système de règles. Il n'y avait pas de système de progression, il n'y avait pas de tremplin ou de pivot pour la création. Donc j'avais ça dans la tête. En parallèle de ça, quand j'ai commencé à faire des playtests, j'en ai commencé un avec mon papa, et puis il y en a un autre qui s'est fait entre Fabien Hildwein et Sylvie Guillaume. Ouais. Voilà, donc qu'on salue ici d'ailleurs au passage. Sylvie Guillaume qui est la créatrice des petites choses oubliées. N'oubliez pas ce jeu, il est excellent, faut l'acheter. Oh. Voilà, non mais je passe rapidement une petite publicité comme ça. Et ils ont eu un problème pendant que le playtest se déroulait, que j'ai rencontré exactement au même moment avec mon playtest de mon côté. C'est qu'à un moment, on ne sait plus quoi dire. On a des idées, mais on ne sait plus comment les articuler, on ne sait pas où il faut aller. C'était trop vaste. Pour le coup, on débarque en plein champ, on est là, on a une machette dans la main, mais on ne sait pas comment tailler la jungle pour progresser. Et là, je me suis dit, ok, il est là le problème. C'est que, en fait, le jeu risque de s'essouffler tout simplement parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de boussole. Donc en fait, le livre... Il n'y a pas d'enjeu en fait. Alors si, l'enjeu c'était de trouver Chrysopée, c'était d'avancer, mais on aurait pu passer 10 ans à jouer à Chrysopée en tournant autour du pot. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a quand même un enjeu et il faut que les explorateurs aient une boussole qui leur indique la direction. Et donc mon système de règles, c'est simplement d'avoir, puisqu'on fait une quête alchimique,
d'avoir transposé une quête alchimique avec des enjeux narratifs. C'est aussi un vrai problème. Quand tu fais un jeu de rôle épistolaire, que tu as des règles à faire, c'est compliqué d'avoir un système qui ne soit pas déconnecté de la fiction. Et là, du coup, je voudrais en profiter pour remercier Fabien, Frédéric Sintès, et mon playtesteur, Fabien, qui m'a quand même beaucoup dépanné sur ce coup-là. Parce qu'il m'a suggéré des trucs hyper pertinents. Il a été vraiment formidable. Et donc, en fait, il y a une étape alchimique qu'on appelle l'Athanor, qui est une quête de la transcendance, qui aboutit à Chrysopée, qui consiste à se transformer soi-même et à transformer le monde dans lequel on vit. Et la progression sur cette Athanor passe par des étapes obligatoires. L'œuvre de Mars, l'œuvre de Saturne, l'œuvre de Vénus, qui ont chacun leur petite spécificité poétique, symbolique, et qui nécessitent de passer par une étape ou une autre. Première étape, l'œuvre de Mars, c'est une œuvre qui consiste à acquérir une indépendance matérielle. Parce que tout explorateur doit être un minimum indépendant pour sa survie. Et en fonction du rôle qu'on joue, maître ou disciple, les pivots narratifs ne sont pas les mêmes. Et c'est toujours le joueur d'en face qui va choisir ce que vous avez à faire. Vous ne vous imposez pas vos propres contraintes. Oui, voilà, parce que c'est sinon, le principe de Cheguet presque. Oui, c'est la résistance asymétrique de Frédéric Sintès aussi. C'est-à-dire que l'enjeu vient toujours de la personne d'en face. Une fois passé cette première étape, vous continuez sur la quête petit à petit et jusqu'à arriver à l'œuvre du soleil qui consiste en fait à arriver au seuil de Chrysopée. D'accord. Voilà. Donc en fait, on va explorer toutes les dimensions, la dimension matérielle, la dimension intellectuelle, la dimension personnelle, la dimension relationnelle de ce que pourrait être une transformation du monde. Ouais, c'est intéressant. Vraiment. Je sais pas, j'ai un truc. En fait, finalement, j'ai l'impression. Pour simplifier, pour que nos auditeurs comprennent, mais je pense que c'était déjà assez clair, mais c'est un petit peu comme si finalement chaque lettre était une partie d'une fiche de personnage. Moi, je retrouve un peu dans tes questions des choses qu'on nous pose à la création d'un personnage de jeu de rôle. Souvent, on dit, mais comment est-ce que tu fais pour gagner ta vie ? Comment est-ce que quelles sont tes propriétés mentales ? Comment est-ce que tu réagirais face à telle situation, etc. Et c'est comme ça que tu dessines ton personnage. En fait, le principe de Chrysopée, c'est de se construire soi-même au fur et à mesure. Donc, c'est excellent, Maxime. C'est ça. Voilà, je vais prendre un exemple. Changer, en tout cas. Je vais prendre un exemple. Je prends l'étape 1, comme ça, il n'y a pas de spoiler sur la suite. L'étape 1, donc l'œuvre de Mars. Mars, la planète rouge, est l'astre de l'élément fer. Elle est parfois nommée Igneous ou l'étincelante. Son influence gouverne les travailleurs acharnés et les ouvrages qui demandent volonté et patience. Elle est la planète du savoir-faire. Voilà, ouais. Et donc, le disciple doit relater la création d'un outil, la conception de son moyen de transport, une mésaventure matérielle. Voilà. Le maître, de son côté, doit relater la mise en place d'un réseau de contacts, la transmission d'un objet qui lui est cher, ou encore une maladie sérieuse dont il doit guérir. Mais ce sont des listes qui sont non exhaustives. Est-ce que ça peut être l'inverse, genre le maître qui se retrouve dans la panade financière et le disciple qui trouve une solution pour l'aider ? C'est tout à fait possible. Ce ne sont que des exemples que je donne. Disons que voilà, l'enjeu est clair. L'enjeu de Mars est clair. L'enjeu de Mars est d'ordre matériel. Voilà, et donc en fait la quête alchimique que se sont fixés les personnages, qui peut être trouver le remède à toutes les maladies, qui peut être enfermer les rêves dans des boîtes, ça peut être comme dans un de mes playtests, comprendre le langage des pierres. En fait, cette quête va s'articuler selon des étapes, petit à petit. Pierre ? Présent. Rapidement, pour peut-être parler maintenant très technique, très terre à terre, le jeu, comment est-ce que tu l'as fait imprimer ? Comment est-ce que tu as choisi le prix ? Comment est-ce qu'on parlait un peu voilà, ça va être l'instant encensement et pub. Ouais, pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, j'ai une excellente expérience avec mon imprimeur. D'accord. Donc du coup, je vais dire que du bien de leur boulot parce que ça s'est vraiment super bien passé. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai aussi écrit 3 articles qui relatent l'expérience matérielle de Chrysopée, comment je l'ai écrit, comment je l'ai fait playtester, comment je me suis débrouillée pour créer la maquette parce que le maquettage du jeu, c'est moi qui l'ai fait, etc. Donc ça, c'est des petits... Donc tout ça, c'est disponible soit sur mon site, La Rose des Vents, soit sur les ateliers imaginaires. C'est un retour technique vraiment sur l'aventure Chrysopée en tant qu'aventure éditoriale. Parce que quand on démarre, quand c'est son premier jeu, parce que c'est quand même mon premier jeu de rôle, enfin publié en tout cas, il y a plein de questions techniques qu'on se pose.
quel papier j'utilise, comment je fais pour faire de la mise en page, comment je gère mes images. Donc c'était un petit peu faire un condensé de toutes les réponses que j'ai pu trouver sur Internet ou par l'expérience. Alors, Chrysopée, je l'ai fait imprimer chez un imprimeur qui s'appelle Copymedia, qui est un imprimeur qui est spécialiste en fait des ouvrages pour les toutes petites maisons d'édition, voire pour les auteurs auto-édités. Les auto-édités, voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce qu'en fait, je suis d'abord allée voir Lulu, parce que tout le monde connaît Lulu dans le milieu. Donc je suis allée voir Lulu et je leur ai dit, bah voilà, j'ai un ouvrage qui fait à peu près 115 pages et je voudrais que ça soit que de la couleur. Et là, j'ai vu, alors à l'unité, ça va vous coûter 32 €. J'ai fait, non, c'est mort. Je dis non, mon ouvrage à l'unité ne me coûte pas 32 €. Donc, et comme je voulais absolument de la couleur, ça j'y tenais mordicus, j'ai fait tant pis. Donc après, je suis passée chez CreateSpace, donc chez Amazon, pareil, le devis était dithyrambique, pas dithyrambique, c'était abominable, hallucinant. Donc après, je suis allée chercher sur d'autres imprimeurs à la demande. T'as le souvenir du prix à peu près? Chez CreateSpace, non. C'était pareil. Mais en même temps, Vivien, là, l'auteur de Perdu sous la pluie, des Errants Tokyo, il avait fait un retour et c'était un peu mi-figue, mi-raisin, son retour avec le fait d'avoir recevoir des exemplaires où il y en avait 1 sur 10 dont la couverture était pas la bonne. J'avais pas envie de vivre ça. Donc j'ai fait d'autres recherches. Et en termes d'éthique, ça t'arrangeait bien de pouvoir passer à autre chose. Ah ouais, non, pas Amazon. Non, c'est bon quoi. Donc je me suis dit bon, alors après je suis allée voir un qui s'appelle Ingram Spark. C'est un éditeur à la demande, c'est un imprimeur à la demande qui est basé au Canada. Alors Ingram Spark, ça c'est leur franchise pour les petites éditions, voire les auto-édités là. Ils ont aussi un format pour les grandes maisons d'édition. Et puis, ça se passait bien. Ils avaient des tarifs assez sympas. Ils avaient des formats variés. Et par contre, je me suis rendu compte qu'en tout petit, dans le contrat, il y avait écrit « Oui, donc on vous imprime votre bouquin et si vous vous rendez compte qu'il y a une bêtise, donc dans la colorimétrie, dans la mise en page, dans ce que vous voulez, c'est 50 € la correction. » J'ai fait... Quoi ? J'ai dit, sans BAT ni rien, sans bon à tirer. Ce qu'on appelle un BAT, c'est l'ouvrage qu'on vous envoie pour vérifier que tout va bien. C'était hallucinant. Et donc en fait j'ai épluché comme ça, mais ça m'a pris 3 semaines, j'ai épluché tout le web et je suis tombée dans un comparatif des différents imprimeurs possibles, je suis tombée sur un tout petit commentaire d'une nana qui dit bah voilà, moi je fais partie d'une toute petite maison d'édition, on est passé par Copymedia et Copymedia c'est juste formidable. D'accord, et donc du coup tu as suivi cette intuition. Donc du coup je suis allée leur demander un devis. En parallèle, j'avais demandé des devis à des grands imprimeurs français, Jouve, par exemple, qui est très connu, dont la qualité est pas... elle est connue aussi, mais c'est pareil, le bouquin, il me coûtait 40 € ou un truc comme ça. D'accord. Et donc, je suis allée voir Copymedia. Et alors là, ça a été le début d'un coup de foudre. Parce que ils ont des formats variés, ils ont des moyens de personnaliser les couvertures avec des pelliculages différents, avec des encres transparentes, ils peuvent faire du gaufrage, on peut vraiment, ils ont des formats brochés, royal, à l'italienne. Je me suis dit génial, ils avaient un petit format 14-18, je me suis fait c'est parfait. J'ai eu Aurélie Da Silva au téléphone, qui a été ma commerciale sur tout le processus. Une femme charmante, hyper compétente, super disponible. Et en fait, on a conçu ce bouquin ensemble, du début jusqu'à la fin. J'avais la moindre question, je lui ai envoyé un mail, j'avais une réponse dans la journée. Sans rien, je veux dire, ils ne me facturaient pas 50 € si je leur demandais dis donc... Maxime me regarde en disant... C'est véridique. Non, mais c'était vrai, impressionnant. Régulièrement, je voyais Morgane dire « Oh punaise, j'ai un problème » et elle prenait son téléphone, elle l'appelait et elle passait 5-10 minutes au téléphone avec sa commerciale, quoi, bim. Et en fait, c'est déjà, pas Lulu qui ferait ça, quoi. Déjà, j'avais une relation humaine, c'est-à-dire qu'en fait, au bout de... Parce que toute le mise en page, ça a pris 1 an. Au bout d'1 an, Aurélie, elle connaissait mon projet. Déjà, je lui avais dit, voilà, je voudrais une couverture rigide. Elle m'avait dit, écoutez, ça va vous coûter cher compte tenu de la marge que vous aimeriez vous faire. Donc, je vais vous faire 2 devis. Un couverture rigide en tirant au maximum vers le plus bas et un couverture souple. Et voilà, tout a été comme ça, toujours à essayer de trouver la meilleure solution qui pouvait aller au mieux. Et puis après, elle m'a dit, écoutez, je vous envoie des échantillons de papier. Et blam, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un fascicule. Putain, ils t'ont envoyé des échantillons de papier ? Ouais, j'ai reçu un fascicule avec, la couverture à quoi elle ressemble. Il y avait 2 types de papier à l'intérieur. Celui que j'ai choisi est un plus épais qui ressemblait plus à du papier pour livre photo. Mais c'est quoi ces imprimeurs ? Ils ont envoyé toutes les nuances de différentes colorimétries. Alors ça a été le bonbon, ils ont envoyé différents trucs. Dingue,
Donc elle me dit parce que comme ça vous verrez vraiment les spécificités de chaque papier. Donc on s'est mis d'accord. Ensuite il y a eu le travail de mise en page. Elle a été super patiente parce que Marion, mon illustratrice, a été très très occupée. Elle était au Québec. Donc ça a été pour elle très très difficile de mener Chrysopée à bien dans les délais qu'on s'était d'abord fixés. Et puis quand on a eu les illustrations, le service presse de Copy Média, dès qu'il y avait un souci, m'appelait pour m'expliquer. Alors voilà, dans votre couverture, on voit qu'il y a des nuances de bleu. Méfiez-vous, avec les pelliculages, le bleu dans la couverture, ça ressort un peu vert. Donc il m'a envoyé un nuancier de plein de beiges différents pour le fond de la couverture avec les codes InDesign. Donc tant de rouge, tant de jaune, tant de rouge, tant de jaune. Voilà, genre choisi. Ça, c'est génial, quoi. Ils ont été, bref, Ouais, c'est bien, tous. hein. C'est un bon suivi, franchement. Et le résultat, c'est que financièrement, le bouquin reste abordable. Alors, c'était ça mon problème. Hein. Parlons-en. Parlons d'argent maintenant. Alors, Attends, on je va mets mes parler- lunettes sur ma calculette. Alors, c'est parti. Parce que Maxime, il a fait des... Alors en fait, on va reprendre pour exemple Lulu. Lulu, je leur ai dit, voilà, mon bouquin, il fait 119 pages, je veux une couverture rigide et il sera tout en couleur. Ils m'ont annoncé 32 €. J'ai fait, pas possible. Copy Média m'a dit, couverture rigide, si vous voulez faire une marge, ça va vous coûter. Il faudrait monter vraiment trop le prix du livre, D'accord. parce que je leur avais signalé que je voulais pas que ça dépasse 25 €. Et donc, allons-y. Le bouquin, je le vends 20 €. Et les D'accord, couvertures souples, TVA hein, d'ailleurs. comprise. Il y a trois versions aussi du jeu. Ouais, alors le bouquin papier. Le bouquin papier, je le vends 20 € TVA comprise. Enfin, TTC, voilà, 20 € TTC. Il me coûte 13,45 € à produire. Hors taxe. Donc, j'ai un bouquin 100% couleur avec une couverture souple. Il est pas broché, c'est couverture collée, mais c'est une colle polyuréthane un peu résistante. Avec une finition mate sur la couverture et de l'encre transparente sur le titre et tout ça. Donc, ça, c'est 13,45 €. Il fait 117 pages, 119 pages. Rajoutons à ça la TVA. La TVA sur ce livre, c'est de l'ordre de 1 € et des bananes. C'est TVA 5,5. C'est la TVA 5,5 parce que j'ai un ISBN. Voilà. Donc c'est voilà. Et donc en fait, ça le doit être deal. ça doit être moins de 1 € si c'est 5,5. Ou alors c'est 13%. Parce que 13,50 ouais, non, alors 10%, ça fait 1,35 €. Non, donc la 20 moitié. €. Non, c'est 5,5 de 20 €. Ah oui, parce que tu le vends 20 €. Bah oui, oui. donc c'est ça. Pardon. C'est ça. Donc, et le deal que j'ai passé avec Marion au tout début du projet, c'était on va faire 50-50 sur les bénéfices. D'accord. Parce que j'estime que son travail d'illustration est fondamental pour la qualité du livre et donc je ne voyais pas pourquoi, compte tenu de son niveau, parce que c'est une professionnelle, hein, Ouais. compte tenu de son niveau, je ne voyais pas pourquoi elle ne toucherait pas autant que moi. Donc le deal de départ, c'était on 50. touchera la même chose, elle et moi. Donc au final, sur un livre que je vends 20 €, Marion et moi, on se fait une marge qui doit être de l'ordre de 2,8 €. C'est pas 2,08 €. Ça, c'est très sympa. Ou 0,8. Je sais plus si Ça, c'est ça, 2,08 c'est très sympa pour ton illustratrice, mais je trouve que c'est pas vrai. Vous faites pas le même Ouais, travail. parce que et- moi, là, je- c'est le truc qu'on en a discuté beaucoup avec Morgane. J'aurais été totalement d'accord si Marion avait fait le maquettage. Or, c'est toi qui as fait le maquettage. Et je suis Oui, désolé, puis, mais. tu vas faire tout l'aspect communication, aller sur les salons. elle était Alors prête à après- le faire, ça. Alors te le Marion dire. m'a dit, par exemple pour Bah, Octogone, ça serait bien, je pense. la publication de Mais pour des Chrysopée dédicaces. était ric-rac. Moi, je voulais qu'il soit publié pour Octogone. L'imprimeur a fait des pieds et des mains. Ils ont même réussi à me livrer avec 3 jours d'avance hein, sur les délais prévus. Et Marion m'a dit, écoute, si le jeu est pas sorti, est-ce que tu veux que je vienne à Lyon avec toi? J'amène des planches. Voilà, elle était prête à descendre, à payer son billet de train. Dire, c'est pas un souci. Alors, C'est pas un travail de commande qu'elle a fait, Marion. C'est vraiment un travail qu'ils ont fait à deux. Hmm. Elle est prête, elle est impliquée dans le projet. voilà, moi je considère que je dis pas à mes illustrateurs, voilà, je veux ça, ça, ça et ça. Et quand il y a un problème dans une illustration, je vais pas les faire chier 4 fois par jour en disant, est-ce que tu pourrais me corriger le bleu du col? Est-ce que tu pourrais lui faire un nez plus grand? Est-ce que tu... Voilà. Je veux qu'il soit partie prenante dans le phénomène de... Alors, Marion avait fait plein d'esquisses qu'elle m'avait montrées en avance. Et je me faisais pas de soucis. Ouais. Mais c'est intéressant. Voilà, moi, Alors- le 50-50. Mais le ça 50-50, attention, joue attends. si l'illustrateur, se donne vraiment du mal pour. Mais Marion, elle a créé l'univers
du début jusqu'à la fin. Enfin, D'accord, ouais, non, ça marche, elle est ouais. pas. Ouais. Moi, je Là, ça considère justifie, qu'elle je est trouve. autant créatrice. Comme dit, quand j'entends Ben qui dit que les illustrations sont une porte formidable pour rentrer dans l'univers, je me dis qu'effectivement, Marion, elle a mérité ce travail-là. Et attention, elles se sont mis d'accord financièrement, tout bêtement. Marion n'est rémunérée que lorsque Morgane a vendu les 50 exemplaires. C'est pas au moment où Morgane commande ses 50, elle paye Marion. Oui, bien sûr. Voilà. C'est au moment où les 50 exemplaires sont vendus. Oui, parce que je les ai imprimés 50 par C'est 50. génial, on a tous nos petits trucs. Ouais, et bah, c'est important parce que mine de rien, quand on engage des frais d'impression et compagnie, Voilà. c'est pour notre pomme pendant pas mal de temps. Marion est et du d'accord. coup, En fait, je me rembourse les frais d'impression. Et une fois ça, on partage les bénéfices. Donc chacune d'entre vous gagne Deux- 3 euros, un 2,80 peu euros. moins. Alors, je sais plus si c'est 2,08 ou 2,8. c'est pas énorme, quoi. C'est entre 2 et 3 euros. Donc en gros, vous gagnez à peu près ce que vous auriez gagné si vous étiez passé par un éditeur. Non, moins que ça. On gagne plus, moins. pardon. Plus parce que J'ai eu Oui, quand plus, même, plus. j'ai eu quand même la proposition d'une petite maison d'édition à l'époque qui me proposait, alors je sais plus combien c'était genre 3% si on en vendait entre 1 et 30, c'était plus, enfin c'était du genre 5% si on en vendait entre 50 et 100 et ça passait à 7% si on en vendait encore plus de 300, enfin alors que là, c'était t'es de base à plus de 10%. Quoi. c'était un truc de fou. Et en plus, quand je te dis 3%, À c'était à partager. partager entre Marion et moi. Oui, Donc bien c'était sûr. 1,5 chacune. droits d'auteur. Et bon, c'était pas. Donc finalement, on fait 10% de. Enfin, chacune d'entre nous, on fait 10% de bénéfices. Tu peux pas dire le nom de cette petite boîte d'édition? Non. Non, très bien. Le contrat. Non, puis bon, tu vois, on a juste échangé un devis. C'est pour donner un ordre d'idée de ce qui se pratique. Mais. Très bien. Et Très bon travail de journaleux. bah, j'avais autre chose à dire. Ah bah je sais merci. Bah non, mais Si tu veux, moi je pose peux la y question, aller de tu mon peux petit pas nous commentaire dire sur le le bouquin. Il sent bon. C'est sent méga bon, ce important. bouquin. Il a une Ouais. odeur. Il a l'odeur de la non, mais mer. c'est vrai. ouais. Il sent bon. Il sent Alors, pas c'est la, ça, oui, la ça y vieille est, cave. en termes financiers, ce qui est pratique aussi, c'est les PDF, parce que Morgane vend soit 3 euros le PDF, non, Alors. 23 euros le pack livre plus PDF. D'accord. ouais. Si tu prends le livre tout seul, t'en as pour 20 euros. Si tu prends le PDF tout seul, t'en as pour 6 euros. En fait, le PDF, je le vends, donc ça doit être 2,8. Ouais. Parce qu'en fait, le PDF, je le vends juste la marge que Marion et moi, on se fait. Comme je l'imprime Oui, pas, donc, du en coup, fait, c'est 3 le euros, PDF, c'est 6 euros. Parce que, comme ça, Marion et moi, on se fait 3 euros. Donc, ça doit être 2,8 la marge sur un ouvrage c'est papier. intéressant. Ouais. Ouais, ça, c'est rigolo comme prix de fixation du Voilà, PDF. voilà, j'ai fixé le prix de PDF comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, juste, c'est de Vous gagnez l'argent autant pour nous, d'argent, voilà. direct, sans passer par l'impression, c'est voilà. Pas de prix libre. Non. Tu sais qu'en prix libre, je pense que tu aurais eu plus de chances peut-être C'est d'avoir pas- plus que alors, 6. Si Oui, les gens veulent c'est faire possible. des dons, je crois que c'est possible. Bah après, ils peuvent acheter plein de PDF, hein. Non, mais t'as pas mis en place un système de dons sur ton site? Non. Ah Il n'y non. a pas de système de don. Mais si les gens veulent, ils achètent plein de PDF. Moi, ça me. Voilà. D'accord. non, mais je- C'est pas. En fait, je sais plus. J'avais lu un article de. Bah, c'était Ben Lehman qui disait qu'il fallait pas mettre son premier travail en prix libre. D'accord. Parce qu'il fallait que les gens aient conscience. Enfin, mine de rien, fixer un prix, ça permettait aux gens d'envisager ton travail avec D'accord. un peu de sérieux. C'était un peu le risque avec le prix libre quand t'es pas connu. Alors, bon, il se trouve que j'ai le format papier à côté, mais j'ai suivi ce conseil-là qui me semble pas idiot. Oh non, alors je donnerais Ah, exactement le même. tu Voilà. disais la même Moi, je dis chose. la même toi. chose. Ouais, ouais. Non, Qui me semblait pas du tout idiot. Ben Lehman, il dit ben je fais ça maintenant pour certains jeux, mais en même temps je suis connu, j'en ai un paquet des jeux. Donc Non, après, je je pensais. trouvais que c'était un conseil plein de bon sens. Je pense la même chose. Après, là, c'est un peu différent parce qu'il y avait une version papier aussi du jeu. Voilà, j'aurais bien vu un prix de base à 6 euros et avec un petit don ou quelque chose en plus qu'on pouvait te donner. Bah voilà, j'ai envie de dire, si les gens apprécient le jeu, qu'ils auraient aimé le payer plus cher ou des choses comme ça, enfin c'est possible, hein, qu'ils Oui, il y en auraient a été plein. prêts en tout cas à donner plus, ils peuvent acheter plein de PDF. C'est Moi, intéressant. ça me dérange pas. Intéressant. Marion et moi, on sera très contentes. Hein, c'est pas parce que la question de faire un format PDF, elle m'a trotté longtemps dans la tête. À la base, je voulais faire un format papier. Ça me paraissait important d'avoir le carnet de voyage. Ouais. Après, je me suis dit quand même, ça veut dire que quand tu achètes le bouquin, puisque ça se joue à deux et à distance, il faut que les deux aient le bouquin. Alors je me suis dit, ça peut être intéressant de faire un format papier et PDF, comme ça, t'offres le PDF ou le livre d'ailleurs à la personne à qui tu joues. Et puis, t'as une réduc sur le pack. Ou alors, si t'es du genre pas de papier que de tablette, pour un jeu qui se veut nomade, un jeu de voyage, ça Ouais. me paraissait pas idiot d'avoir un format dématérialisé. D'accord. Donc, j'ai fait un format PDF. Ça me paraissait logique dans le cadre du jeu, quoi.
Ah oui, et j'allais dire Dernier- aussi, il y a les frais de port. Maxime. Frais de port sont à 4,50 €, mais alors ça rembourse à peine. Si, ça rembourse Ah, si, ça rembourse. les trucs, mais Heureusement. sachez, alors ceux que ça intéresse, si vous le commandez en frais de port, il y en a qui disent je suis presque plus content de l'avoir commandé à distance que de l'avoir pris en main propre, parce que l'emballage n'est pas standard. Je n'en dirai pas plus. En fait, tu veux en dire plus? Ah ouais, enfin, je veux Vas-y. sans en dire, je sais pas comment confirmer, mais je l'ai eu dans les mains. Je ne savais pas quoi en faire. Je le prends en photo. Est-ce que je le garde comme ça avant de l'ouvrir? L'emballage est cool. C'est pas hallucinant, mais c'est dans la couleur Alors, en esthétique. fait, j'explique. Les 4,50 € de frais de port, ça s'applique à chaque livre qu'on achète. Ça permet de payer les enveloppes à bulles, parce que j'envoie dans des enveloppes à bulles pour être sûr que les bouquins ne soient pas abîmés. Ça permet de payer le petit emballage qui va avec, dont on ne parlera pas ici. Ça permet également, parce que pas mal de gens passent par PayPal pour me régler les livres, de compenser la marge que se taille PayPal sur le prix. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous passez par PayPal, PayPal prend 1 €. 1,20 €. Alors oui, moi c'est 1,08 €, Ouais, donc, mais si il jamais prend vous un avez pourcentage. si vous n'avez pas la flemme, faites des virements s'il vous plaît. Ça fait plus de Bah, sous pour l'auteur. Oui, enfin c'est pas. Et donc du coup, si, les c'est 4 vrai, oui ça voilà. fait 1 € et Donc plus de les plus pour vous, hein. 4,50 € permettent de. Alors c'est un prix fixe, c'est-à-dire que si vous commandez 2 livres, vous paierez 4,50 € de frais de port, parce qu'en fait. Entre ceux qui payent un tout petit peu plus et ceux qui commandent de bouquins, ça s'équilibre. Ouais, quand vous commandez un bouquin à 4,50 €, dites-vous que vous permettez qu'au lieu que Morgane ait 2,80 € de marge, elle a peut-être au total 3 4 € € de Non, marge. 3 quoi. €, oui, c'est De ça. toute façon, faut C'est arrêter de ouh. culpabiliser sur les frais de port ou quoi, parce que la Poste ne cesse d'augmenter ses tarifs. Mm. Alors, Oui, du et on coup, n'est pas en tous fait, Amazon, horrible. on n'exploite Voilà. pas tous nos C'est ça. employés en Chine, donc Et on en peut fait, pas tous faire des je frais de port n'achète pas gratuits, les quoi. emballages à la Poste. C'est horrible. Moi, j'ai acheté des enveloppes à bulles sur un site qui fait des tarifs dégressifs. Genre, donc l'enveloppe, elle doit me coûter 30 centimes, un truc comme ça. Et je prends les timbres. Voilà, comme ça, si la Mais tu Poste fais augmente des- ses tarifs, ça sera juste sur les timbres. Ouais, c'est ce que je te Mais toi, tu disais, fais des Darky, envois. là. C'est que moi, je vais probablement augmenter mes frais de port très bientôt Ouais. sur la boutique. Mais On va avoir le choix. Morgane, tu fais aussi des envois, toi, en général, en lettres prioritaires. Ce qui fait qu'il y en a, ils ont commandé leur chrysopée un matin, ils l'avaient le lendemain dans leur boîte aux lettres. Quoi. Voilà, parce que j'estime que quand on commande un livre comme ça, on a envie de l'avoir vite. Sauf, Et que, voilà, c'est... sauf que n'oubliez pas que vous commandez un indépendant, qu'il n'y a pas de service derrière. Donc si Morgane, c'est le moment où elle est en vacances, ou genre à la barre en train d'enregistrer des podcasts, bah désolé, vous commandez votre Je fais jamais chrysopée. ça. Il reviendra, il arrivera peut-être que dans une semaine. C'est la vie de l'indépendant aussi. Quoi. Oui, tout à fait. Mais ça, je pense qu'ils savent que les indépendants partent en voyage, sinon ils achèteraient Enfin bon, pas jusqu'ici, Chrysopée. tous mes chrysopées sont arrivés à bon port. Donc Même voilà, si le les affaires ont service... eu beaucoup de retard. Le mais, service postal du monde tout autour est pour l'instant assez efficace. C'est cool. Voilà, si je m'exile dans les zones immobiles, je vous garantis pas, mais je vous enverrai un faucon. Je ne sais pas si on l'a dit au début, alors je me répète au cas où, le système de chrysopée vous oblige soit à écrire des lettres, soit des mails. Vous ne pourrez pas utiliser pour le système de jeu de manière unique les SMS, Facebook ou Facebook Twitter. et autres trucs. Par contre, Facebook, Twitter et les SMS sont introduits dans le jeu sous la forme d'un petit système qui nous permet juste de dire j'ai du retard ou juste une Ouais. toute petite info. Petit avertissement. Donc petit avertissement, vous ne pourrez pas faire ce jeu via Facebook, vous ne pourrez pas faire ce jeu par SMS. Piqûre de rappel. Vous pourrez le faire par mail ou par lettre. Tout à fait. Voilà Donc, pour... la voilà sensation pour qu'on a un quand on jeu. reçoit le jeu par la poste, c'est à peu près celle qu'on a quand on reçoit l'impromptu, le jeu de l'impromptu, les Oui, les petites choses oubliées, c'est-à-dire qu'on On avait dit, parlé bien, de cette que c'est question-là que de ce petit l'emballage objet que avec je Christophe reçois Beclet et Ah oui. Sylvie. ouais, très important. On avait posé cette... On pour s'était demandé l'indépendance. voilà, combien ça pouvait nous coûter. Rigolo. Et en fait, quand j'ai les retours, alors j'en profite, tiens, voilà, casse dédié, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont commandé le jeu. Je sais qu'il y a des auditeurs de la cellule qui ont entendu parler du jeu via la cellule. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la cellule. Elle se remercie elle-même. Voilà. Moi aussi, je me remercie. tiens. Eh ben, t'as bien raison. Donc, Non, mais c'est- j'en non, mais- profite pour leur faire coucou, les remercier. Et je remercie aussi les gens qui m'ont fait des retours. Déjà, qui m'ont dit qu'il était bien arrivé. C'est toujours un peu l'angoisse quand on envoie Ouais, un truc c'est vrai. par la poste. Et puis, voilà. Vu les retours que j'ai eus sur le packaging que j'ai choisi, je regrette pas. Ce Je qui est pense que les intéressant, gens c'est- qui l'ont reçu ne regrettent pas non plus, du coup. En tant que podcastrice de la cellule, ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup fait aussi de podcasts ADN autour de l'alchimie. Elle a préparé le terrain, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça fait dire, je pense, de dire de la cellule, cette personne est compétente pour justement faire un jeu dans ce domaine. Et donc, c'est
incite forcément à acheter ton jeu qui parle de ces choses-là. Donc je pense que ça, c'est beaucoup lié à ça aussi. Et et ça en parle bien. Et c'est voilà. Si je peux faire un instant d'auto-promo, parce que ça fait toujours du bien. Ça fait juste 2 heures qu'on fait l'auto-promo, tu sais. 1h37. Oui, mais enfin, vous faites la promo pour moi. J'ai perdu, j'ai le droit. Oh non, mais c'est pas vrai. Alors, tu voulais faire de l'auto-promo, parle-nous de ton dernier jeu, tiens, pour changer. Ah oui, donc... on va changer, parle du premier. Non, mais c'est que à Octogone, c'est Lionel Jeanneret qui est passé sur le stand. Il a posé sa main sur le jeu. Il l'a pris comme ça, il m'a regardé, il a fait « J'allais faire un commentaire désobligeant. » Et en fait, maintenant que je l'ai dans la main, je vais revoir mon jugement. Voilà. Ah bon, mais c'était quoi le commentaire? J'aurais bien. Alors, moi, ça fait pareil avec des billets dans la main. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'ai une enveloppe pour toi, Darky. Non, en fait, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit quel serait son commentaire désobligeant. Par contre, je sais que le pelliculage, le soft touch. Voilà, c'est ça. C'est le pelliculage mat et doux de la couverture qui l'a fait ravaler son... Et ça fait super plaisir. Oh, attends, tu veux dire que Lionel Jeanneret t'a fait un compliment? Ouais. Wouah, Scout. Non mais attends, ce type est un petit diablotin, quoi. Le moindre petit... Moi, je l'ai trouvé charmant. Du coup, il l'a pris. Mais du coup, il l'a pris, il l'a acheté pour, je suppose, pour dire ah, j'avais envie de faire un commentaire. Il faut que je le fasse, donc il faut que je le lise maintenant. Tellement un petit diablotin, ce type. Moi, je l'ai trouvé absolument délicieux. Alors, il est adorable. Alors, donc Lionel, on en profite pour le saluer. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de parties quelques parties de jeux de rôle, quelques bonnes parties de jeux de rôle avec Lionel. Très heureuse de faire sa connaissance parce que. Oui, il est fameux. Non, puis les quelques articles qu'il a mis sur les ateliers, sur son expérience et tout, sont vachement intéressants. Moi, j'ai appris plein de choses, par exemple. Il est borderline. Il aimait être sur le fil. Il aimait être borderline. Quand à l'époque, quand on était sur Silent Drift, on sait, il y avait une définition d'indépendance qui était donnée, et donc il cherchait toujours à travailler l'indépendance sur sa définition. Il cherchait à dire mais moi aussi je suis indépendant parce que ceci, parce que cela, alors qu'en fait il passait par un éditeur. Il cherche toujours. C'est un type, je te dis, c'est un mec qui a un cure-dent dans les mains, et dès que si t'as une faiblesse, tac tac, il attaque. Donc ce qui en fait également un camarade de recherche assez intéressant, parce que précieux, du coup, ouais. Voilà. Et là, le fait qu'il t'ait dit ça, c'est de la part de Lionel, c'est un beau compliment. Il avait un ami avec lui. Et l'ami a ouvert le livre, il dit c'est joli, il dit qui est-ce qui a fait la maquette? Je lui dis bah c'est moi. Et il me dit c'est ton métier? Je fais ah non, j'ai tout appris sur le tas. Il fait ok, j'achète. C'est cool. Bon, très bien. Alors voilà, c'est des moments comme ça où on se dit que les efforts qu'on a investis, les choix d'édition qu'on a fait, d'impression qu'on a pris sont payants. Alors dans le porte-monnaie, ils pèsent pas très lourd, mais par contre pour la confiance personnelle et tout ça, c'est vachement précieux. Ouais, c'est cool. Et puis voilà, c'est quand parfois les mauvaises langues disent oui, indépendance rime avec amateurisme. Là, par exemple, ce genre de projet. Non, il y avait qu'à voir Octogone. On avait le stand probablement le plus animé, donc les gens ils étaient contents de nos jeux, quoi. De vos jeux, pardon. Puis même si tu regardes Chrysopée, si tu regardes Adrien, l'agence d'Adrien Cahuzac, la maquette, elle est chouette. Hein. La maquette d'Omniscience aussi, le jeu de Christophe LBJ. Moi, j'adore la couverture. Mais c'est voilà, la maquette est quand même solide, elle est chouette. Enfin voilà. Donc disons qu'en gros le label Atelier Imaginaire te garantit pas d'avoir un truc de niveau entre guillemets professionnel, mais il te garantit pas non plus d'avoir un truc de niveau amateur. C'est au contraire, c'est un échange de compétences, et chacun apprend les uns les autres. Il y a une émulation, et par des exemples de Chrysopée, ça va donner des idées sûrement aux prochains qui vont arriver, de se dire ah putain, comment elle a fait, allez lui demander à Morgane, c'est une indépendante. D'ailleurs, si vous progression. Je ne garde. Oui, il y a une progression. Les derniers bouquins sortis sont de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, je trouve aussi. Et là, on parle juste de la qualité éditoriale, bien sûr, pas la qualité des jeux, hein, parce je suis pas une professionnelle en la matière. J'ai appris beaucoup de choses sur le tard. Hein. InDesign, je l'avais fait vaguement pendant mes études. La mise en page, c'est un apprentissage permanent. D'ailleurs, même maintenant, quand je regarde la mise en page, je me dis qu'il y a des choses que j'aurais pu... Des fautes. Oui, enfin, alors il y a des coquilles. Non, je dis, il y a encore des fautes de mise en page. Des fautes, non, mais il y a des choses que je pourrais un petit peu améliorer. On verra les prochains, quoi. Ouais. Mais ça s'apprend au fur et à mesure. Mais bien sûr. Par contre, si vous avez des questions, alors bon, j'ai essayé d'écrire des articles un petit peu exhaustifs, mais on est là pour vous aider. Moi, je peux vous parler de Copy Média. Si vous avez une question ou une autre, faut pas hésiter. On est là pour... Ah, et si vous vous demandez avec qui y jouer, bon sang,
Il y a déjà sur les ateliers imaginaires sur le forum de Morgane, parce qu'elle a une rubrique, il y a un post alchimiste cherche correspondant. Donc non, mais parce qu'il y a des gens ils disent j'ai envie d'y jouer, mais je vois fondamentalement je vois personne autour de moi pour y jouer. Que ça ne soit pas un frein, le salaud de vendeur pour qui je vais passer. Ce n'est pas un frein. Il y a déjà 2 personnes, je crois, qui cherchent des correspondants. Il n'est pas formidable. Oui, il est magnifique. C'est son rôle. Hein, c'est mon amoureux. Hein. Magnifique. Il veut manger autre chose que des pâtes. Oui, à savoir que voilà, il a participé au financement des premiers exemplaires du jeu. C'est pour ça qu'il fait cette blague. Pour autant, est-ce que c'est pas méga important de jouer avec un ami à ce truc? Pas forcément. Pas Tu forcément. vois, Fabien Clémenti, j'avais jamais rencontré. D'accord. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'est découvert via le jeu. Alors, on échange des mails, il dit, bah voilà, tu vois, en fait, j'aurai un peu de retard parce que j'ai telle chose ou telle chose à faire. Donc, du coup, petit à petit, on se découvre. Et alors, il s'est passé un truc formidable. Vu qu'on cherche le champ des pierres, moi, je suis rentrée dans une boutique parce que je cherchais un cadeau pour quelqu'un. Et dans cette boutique, il y avait une créatrice qui vendait des petites sphères en terre cuite, gravées, qui avaient une texture de pierre. Et quand tu les secoues, elles font du bruit. Alors, parce qu'elle met des graines ou des choses comme ça dedans. Elle appelle ça des pierres à rêve. Et j'en ai acheté une petite et je l'ai envoyée à Tu Fabien. m'étonnes. Je me dis, avec voilà, je lui fais un petit paquet, je lui ai envoyé direct, clac. Alors, à lui de décider si c'est moi ou si c'est mon personnage qui lui envoie cet artefact étrange. Et en fait, j'ai appris que quand il l'a reçu, c'était le jour de son anniversaire. Oh là là. Et je c'est savais beau. pas. Enfin, il y a des coïncidences comme ça. Alignement des C'est planètes. charmant. Oh là Oui, là enfin là là. bon, voilà. Et oui, c'est la Illuminati magie de Spotted. la création. Non, mais un autre truc aussi par rapport à la correspondance. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout dit ça, mais quand on reçoit le jeu et qu'on le voit qu'il est bien emballé avec. Enfin, bon, faut peut-être laisser la surprise, mais il y a un petit côté, en fait, cette créatrice, elle aime la correspondance, elle aime le courrier bien fait. Et ça te donne, et tu sais ce que ça donne envie de faire? Ça donne envie de faire quand tu vas commencer la partie, de s'inspirer de ça. Parce que, comment dire, comme on joue dans un univers qui est un petit peu, moi j'imagine Alamiste, hein, je suis désolé, un petit Non, peu mais tu as raison. vieillot, Tu as avec raison. du Un bois, peu, des c'est ce que je dis, un artefacts, peu des trucs. vintage comme Voilà, ça. un peu vintage. Et ben du coup, et vu que ton emballage, quand on reçoit le jeu, il est comme ça, on a envie, nous, quand on va faire des envois de lettres, de faire des emballages comme ça. Et tu vas pas me faire croire que la pierre que tu as envoyée à ton pote, tu l'as envoyée dans un colissimo avec écrit Colissimo machin truc. Non. Tu l'as envoyé dans un beau paquet. Non, puis il y avait Raffiné, voilà, c'est du ça, tissu autour, un ruban, Ah là là enfin là voilà. là là. J'ai fait les Voilà. choses. Et donc ça Mais ça, c'est la sensibilité de c'est un Morgane. Mais, non, mais c'est parce que ça Oui, contribue à la mais ça contribue poésie. à inciter les autres à être sensibles aussi, Maxime. Et c'est ce ça. côté sensuel. Viens, on joue ensemble et mon perso il voudra des lingots d'or. Et comme ça, si t'en croises. Donc je tu ne les sais auras. pas. Les lingots de Lint, ça marche. Tout à fait. Tu vas recevoir des Pyrénéens dans la gueule. C'est exactement ce que je pensais. Oh là, on fait de la pub. Le Oh là là podcast là de là la là cellule là a là désormais non, des non. sponsors. C'est n'importe quoi. Il en avait déjà avec Fisherman Friends. Skull aussi. Skull, il y a plein de trucs. Ouais, petit à petit. Ça y est, on est. Mais tu sais Oh là qu'on est, là on là est là vendu là, au j'ai grand compris. capital. hein. Vendu. Putain, il est complètement vendu. Alors, Bon, je voulais aussi parce que je pense que c'est quand on a la possibilité d'avoir une relation directe avec les gens auxquels on vend les livres. Tu vois, on sait pas juste un emballage. C'est une réflexion. Quel genre de relation directe? t'es content. Pardon. On met pas la lumière dans la figure, ça va. Non. Non. Ah putain, va te faire foutre. Ça y est, j'ai perdu 4 dixièmes. Ah, c'est clair. Oh là là. Faut savoir que à côté de En fait, Pierre, de Maxime, Présent. présent. se trouve une lumière qu'il peut orienter vers nous. Et il l'a fait. En fait, Moment très radiophonique là. Ouais, c'est ça. il se trouve que on se faisait la réflexion avec Maxime de pourquoi les gens étaient à ce point en recherche de dédicaces. Pourquoi est-ce qu'ils viennent faire griffer leur petit ouvrage dans les conventions, quitte à faire la queue parfois pendant 4 ou 5 heures. Parce que, bon, c'est mon interprétation personnelle, mais quand on achète un livre sur la Fnac, sur Amazon, sur ce que vous voulez, on n'a pas la relation avec l'auteur, la personne qui l'a fait. On reçoit, c'est estampillé la Fnac par exemple, et puis c'est un ouvrage parmi tant d'autres. À partir du moment où il est dédicacé, il gagne ce supplément d'âme qu'il n'avait pas auparavant. Et donc, l'avantage de l'auto-édition, c'est que ça permet aussi de mettre en place, c'est ce que tu disais, un circuit direct. Et donc, travailler l'emballage, ça permet aussi de dire « je pense à toi ». Ouais, voilà, dites-vous que si jamais vous commandez Chrysopée, Morgane aura pensé rien qu'à vous pendant au moins quelques minutes. Elle se sera concentrée sur vous et sur sur ce livre pour vous. C'est clair. Mais ça me paraît hyper important, surtout quand on crée un jeu où il est question de relations fortes avec les gens. Tout à fait. Voilà.
Super, un jeu sur finalement pour se faire des amis et pas imaginaires, contrairement aux ateliers. Là, ceux-là, ils vont être bien réels. On va pouvoir leur envoyer des lettres bien réelles. Et ça, j'aime bien aussi le fait que il y a quelque chose de concret. Parce que dans un jeu de rôle, on lance des dés, ça c'est bien réel, on a des crayons, on a des fiches, ça c'est bien réel. Mais la fiction ne se réalise jamais. Et ce que j'aime beaucoup avec Chrysopée, c'est que c'est un jeu finalement qui parle d'alchimie et donc de réalisation d'un rêve ou réalisation d'un homme, etc. Et en fait, on réalise la fiction dans un jeu épistolaire parce qu'on la pose sur le papier et on la rend bien tangible. Et ça c'est un côté très fort. Et puis donc, tu là, disais que le problème, c'était peut-être qu'elle n'existerait pas en dehors de la relation entre les deux joueurs, mais ça c'est mon côté mandala, tu sais. Oui, bien sûr. C'est le fait que de toute façon, ce qui est beau, c'est aussi que c'est La impermanent. finitude du truc. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, et finalement, ce qu'on aura gagné, c'est de conserver les lettres dans un classeur, peut-être, Tu sais bien que à c'est l'abri. mon paradoxe personnel. C'est-à-dire qu'en même temps que je le dis et que je le clame et que je dis la beauté de notre existence, c'est qu'elle se termine et comme la beauté d'une partie de jeu de rôle, j'essaye aussi d'immortaliser des instants, par exemple en enregistrant des podcasts. C'est mon grand paradoxe personnel. Et donc, du coup, Chrysopée, ça me rappelle à ce paradoxe. Tu vois, je me dis, tiens, je vais faire des lettres à un ami qui ne seront lues que par lui. En même temps, je sais que c'est la vie, ça. Enfin, tu vois, c'est ça la vie, en fait. C'est envoyer des lettres et avoir. Parfois, j'ai eu des conversations avec des potes qui nous emmenaient loin, loin, loin. Et je me disais, mais pourquoi on n'avait pas des micros à ce moment-là pour l'enregistrer ? Parce qu'elle n'appartient qu'à vous, cette mais parce qu'en fait, conversation. elle n'appartient qu'à nous. Voilà. Et c'est un petit peu ça aussi le propos derrière de Chrysopée, je trouve. C'est que cette question du mandala, on n'en a pas parlé là, mais il y a des articles sur ton site. Tu rappelles le nom du site et le nom de l'édition ? C'est Rose des Vents Édition. Voilà, il faut y aller. Nom du site et nom de l'édition. Et vous pouvez également rendre visite à Morgane sur son forum. Oui, parce que sur sa maintenant, j'ai rubrique un dans atelier. les ateliers imaginaires. Merci Ben. De rien, Merci Ben de nous avoir fait ce retour de Bertie. Merci Ben d'avoir fait le forum de Morgane, bien sûr. Mais merci aussi à Ben d'avoir fait ce retour de partie qui nous a servi de fil conducteur au cours de ce podcast. Merci Maxime pour son retour, on va dire, de conjoint, de co-aventurier. Toi, tu n'as pas besoin d'envoyer des lettres à Morgane pour jouer avec elle. Non, je peux lui faire des bisous. Voilà. Et merci à Morgane, bien sûr, d'être venue nous présenter son jeu. À bientôt tout le monde. Merci la semaine cellule. à vous. Merci les auditeurs. À bientôt. Rêvez Bon bien. voyage. Jouez bien. C'est ça qui compte. Voyagez bien.